Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence qui s'intitule Quelles leçons tirer de la guerre en Ukraine? Je m'appelle Justin Massy. Je suis co-directeur du réseau d'analyse stratégique qui est l'organisateur de cet événement en collaboration avec le Rubicon et avec l'Institut de recherche et de sécurité de l'École militaire à Paris, que je remercie ses partenaires pour l'organisation de cet événement. Je remercie également Laurent Bourzillot d'avoir organisé toute la logistique entourant cet événement. Et je remercie bien sûr les personnes en personne ou en ligne qui se joignent à nous. C'est un format hybride que l'on essaie ce matin, c'est-à-dire qu'il y a quelques panélistes qui sont présents en personne ici à Montréal présentement ce matin et d'autres panélistes également qui vont se joindre à nous en ligne au cours de la conférence, tout au cours de la journée. Et le public est essentiellement en ligne. Donc, je vais inviter d'ailleurs les auditeurs qui se joignent à nous en ligne à poser leurs questions pour nos intervenants sous format de questions-réponses à travers l'onglet pour se faire dans l'application Zoom. L'idée derrière cet événement que je souhaitais organiser, c'est une question, d'intérêt des bouleversements qui se produisent présentement en Ukraine, mais aussi je pense qu'il y a une question de timing qui est particulièrement intéressante présentement, qui rend la discussion encore plus à propos. Premièrement, il y a cette rencontre présentement du président Zelensky avec le premier ministre britannique et américain, qui discute d'ailleurs d'autres moyens supplémentaires à donner pour lever certaines restrictions sur l'usage de missiles à plus longue portée par l'Ukraine. Mais de manière plus générale, il y a beaucoup de choses qui se sont produites au cours des derniers mois en Ukraine, qui sont peut-être moins connues du public dans la mesure où les médias portent moins attention à ce conflit-là. Il y a une espèce d'un peu lassitude. Et il y a d'autres choses qui se produisent dans les événements, par exemple, électoraux nationaux, qui prennent plus de place dans les médias, ce qui fait que peut-être une attention du public moins grande, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et il y a aussi beaucoup de bouleversements à venir. Bien sûr, avec l'élection présidentielle américaine qui va se jouer en novembre, dont on a vu aussi les positions respectives lors du débat, du probablement seul débat qui a eu lieu récemment, où la question ukrainienne a été soulevée également. Et donc, je trouvais à propos de faire un bilan dans ce contexte-là, mais aussi d'examiner plusieurs facettes intéressantes de ce débat. Ce qui veut dire que la journée aujourd'hui est organisée en 4 panels. Le premier panel, qui va suivre mon mot d'introduction, va porter sur la guerre vue du Sud, c'est-à-dire d'essayer de voir les points de vue de pays non alliés qui, leur perspective sur ce conflit-là, c'est un conflit qui a des conséquences, des bouleversements géopolitiques à l'échelle globale, mais qu'on peut-être on se focalise davantage sur la perspective européenne ou nord-américaine dans nos analyses, mais je trouvais intéressant de le voir d'un point de vue peut-être chinois, indien ou de d'autres, du monde arabe, etc., pour donner une vue du Sud. Et ensuite, on va regarder un peu plus concrètement les évolutions sur le champ de bataille, aussi les évolutions technologiques aussi qui ont pu avoir lieu dans ce conflit-là, sur les différentes stratégies qui sont mises en œuvre par les acteurs dans cette guerre. Au troisième panel qui va suivre le déjeuner, on va ici discuter de manière plus approfondie justement de ce possible désengagement total, partiel ou ne sais-je ce qui adviendra de cette élection présidentielle-là. Donc, des engagements américains. Qu'est-ce que seraient les conséquences? Comment anticiper? Est-ce qu'on est capable de mieux comprendre la trajectoire américaine quelques semaines ou mois à l'avance avant les élections présidentielles? Et qu'est-ce que ça peut signifier pour les principaux alliés occidentaux, donc canadiens, mais aussi européens? Et on va poursuivre cette discussion-là dans le quatrième et dernier panel pour couvrir encore plus de pays et de leurs perspectives, où là, on va faire un peu des focus nationaux avec la perspective française, italienne et canadienne vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Et je conclurai en essayant de dresser certains constats peut-être qui font consensus parmi les panélistes, mais aussi les éléments qui ont peut-être soulevé plus de questions, de débats, qui vont garder notre attention au cours des prochaines semaines ou malheureusement, prochaines années dans ce conflit possible. Donc, merci tout le monde d'être en ligne, d'être en personne. On va tout de suite passer au premier panel que j'ai le plaisir de présider, qui va porter sur la guerre du Sud. Et la façon que je vais procéder, c'est que je vais vous présenter individuellement avant votre présentation. Donc, chaque présentation a environ 10 minutes. Ensuite de ça, on prendra les questions de l'audience en personne ou en ligne et que je pourrai ensuite redistribuer à chacun d'entre vous. On va suivre l'ordre qui est affiché dans le programme en ligne. C'est-à-dire, on va commencer avec Amélie Chalivet,
Amélie, qui est doctorante en co-tutelle à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et à l'Université du Québec à Montréal. Elle écrit une thèse sur la culture stratégique de l'Inde sous la supervision des professeurs Jean-Vincent Olinde et Justin Massy, et ses intérêts académiques sont principalement la politique étrangère de l'Inde, ainsi que ses liens avec ses voisins en Asie du Sud et sa stratégie de dissuasion nucléaire. Amélie va nous faire une présentation qui s'intitule L'Inde face à la guerre en Ukraine. Amélie, je te cède la parole. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien le PowerPoint. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement le Rubicon, le RAS et l'IRSEM pour l'invitation à ce colloque. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre l'Inde et la Russie, qui est une relation qui reçoit quand même beaucoup d'attention depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, je vais me concentrer aujourd'hui surtout sur les débats internes à l'Inde au sujet de cette relation. Donc le moment de cette conférence est particulièrement opportun pour dresser un bilan d'un été qui a été marqué par deux événements majeurs concernant la position indienne sur le conflit en Ukraine, qui ont été les visites du Premier ministre Narendra Modi en Russie et en Ukraine. Donc, le Premier ministre est d'abord rendu en Russie en juillet, ce qui en a fait sa première visite bilatérale depuis sa réélection pour un troisième mandat en juin 2024. Et cette visite a attiré beaucoup de critiques, notamment en raison du timing en parallèle du sommet de l'OTAN. Et en Inde, la visite a été relativement bien reçue. Elle a été perçue notamment comme une démonstration d'autonomie stratégique indienne. Et pour certains, il y a eu aussi quelques critiques du timing, mais c'est des voix qui sont quand même moins audibles sur la scène intérieure indienne. Et ensuite, au mois d'août, le Premier ministre s'est rendu en Ukraine, ce qui a été la première visite d'un Premier ministre indien depuis l'établissement des relations diplomatiques. Et elle a reçu des réactions plus contrastées en Inde. Le journal Indian Express, par exemple, a titré India lends Ukraine a shoulder. Mais on a également des réactions qui ont été très critiques, notamment vis-à-vis des remontrances de Zelensky qui ont été perçues comme de manière très négative. La réaction, par exemple, d'un ancien secrétaire aux Affaires étrangères qui a déclaré que les déclarations de Zelensky sur la visite de Modi étaient des plus inappropriées, que c'était de la politique arrogante et une tentative d'imposer une ligne de conduite à l'Inde. Donc, ma présentation s'inscrit vraiment dans la continuité de ces deux événements, en s'intéressant au débat au sujet de la relation russo-indienne en Inde et en s'interrogeant aussi sur le niveau de remise en question de la stratégie officielle de New Delhi dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc, dans un premier temps, j'examinerai la position officielle de New Delhi sur le conflit et ensuite j'aborderai les débats internes autour de cette relation. Donc, la position ce sera une surprise pour personne. L'Inde a assez peu changé de position depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle a maintenu une position de neutralité ou de fence-sitting qui a été largement documentée dans les médias occidentaux. On a observé un minimum de prise de parole de la part du Premier ministre. On a eu quelques phrases assez marquantes comme Today is not an era of war. Et puis plus récemment, le discours a changé un petit peu vers We have chosen the side of peace pour contrer ce narratif de neutralité et de fence-sitting, justement. Donc, Modi utilise surtout son ministre des Affaires étrangères, Jay Shankar, qu'on voit à l'image ici, qui multiplie, lui, les phrases choc à ce sujet et ça permet aussi de gagner des voix en politique intérieure et de montrer que la voix indienne porte sur la scène internationale et qu'elle n'est pas au pied de l'Occident, entre guillemets. Donc, l'argument de l'éloignement géographique du conflit est revenu plusieurs fois. Jay Shankar a dit plusieurs fois Europe's problems are not the world's problems. C'est quelque chose qui marche très très bien sur la scène intérieure indienne. Il a dénoncé également plus récemment le cherry picking de l'Occident en matière de souveraineté, en faisant référence au fait que les Occidentaux ne s'étaient pas dressés aux côtés de l'Inde quand le Pakistan et la Chine l'avaient attaqué sur son territoire. Donc, quels que soient les minimes changements de rhétorique, la position est largement restée similaire en 2 ans et demi de conflit. Mais il faut quand même avoir conscience que dans les cercles de prise de décision indiens, le coût potentiel d'une telle stratégie est vraiment compris et on a conscience que ces prises de décision cette position pourrait fragiliser à long terme les partenariats avec les pays occidentaux. Et je voulais mentionner également un autre enjeu sur lequel la position indienne se fait de plus en plus dure, c'est sur le sujet des centaines de ressortissants indiens qui se battent sur le front russe. Pendant le sommet de juillet, Modi a vraiment mis en avant ce sujet-là et Jai Shankar l'a réaffirmé devant le Parlement indien. Mais ce sujet n'est pas vraiment mis en avant dans les médias indiens pour des questions de politique intérieure également.
Donc, malgré les pressions occidentales, la position s'est effectivement maintenue et elle a assez bonne presse en fait dans l'opinion publique. Un sondage du Pew Research Center en 2023 montrait que 57% des Indiens avaient une opinion favorable de la Russie, 59% avaient confiance en Vladimir Poutine et 71% estimaient qu'il était plus important de maintenir l'accès au pétrole et au gaz russe que d'avoir une position plus forte sur la guerre en Ukraine. Mais bon, comme dans toute démocratie, la position officielle est sujette à débat et à discussion en interne. De manière générale, la politique étrangère indienne est assez peu discutée dans les institutions parlementaires que sont la LOC et la Rajya Sabha. Mais par contre, il y a d'autres instances et les communautés scientifiques et également les ex-ambassadeurs, les ex-officiers militaires sont très actifs sur les enjeux stratégiques. Donc, au sujet de la relation elle-même, les discussions concernent principalement trois sujets, que sont la continuité historique et le futur de la relation plus largement, l'enjeu de l'armement et puis les liens économiques. Donc, de manière générale, ce qui est vraiment prégnant en Inde, c'est l'image vraiment de l'Union soviétique et maintenant de la Russie comme étant un excellent partenaire historique. Ça revient dans la quasi-totalité des entretiens que j'ai pu mener, l'idée que Russia stood by India when no one did. Et donc les partenaires occidentaux de ce point de vue-là, la France un petit peu moins parce qu'on est perçu comme étant un petit peu différemment, mais les partenaires occidentaux sont perçus comme n'ayant pas été aussi présents aux côtés de l'Inde historiquement. La mémoire particulièrement vive, c'est celle de la guerre de 71, l'indépendance du Bangladesh, lors de laquelle les États-Unis ont envoyé la Task Force, ils étaient aux côtés du Pakistan, ils ont envoyé la Task Force 74 dans la baie du Bengale, et à ce moment-là, l'Union soviétique s'est positionnée aux côtés de l'Inde et a signé le traité de coopération. Donc, on a plutôt deux voies sur ce point de vue-là en Inde. C'est que certains pensent que cette perception est juste et que cette guerre en Ukraine, en réalité, ne devrait pas changer la relation avec la Russie. Pourquoi est-ce que cette guerre en particulier devrait changer alors que les pays ont mené bien d'autres guerres depuis l'indépendance de l'Inde? Ce qui est nouveau, par contre, c'est l'intérêt de l'Occident pour cette relation et pas la relation en elle-même. Toutefois, pour d'autres analystes, l'idée, c'est que aussi il y a un manque de facteurs dynamiques et de catalyseurs dans la relation avec la Russie largement, et que la relation est de moins en moins substantielle et de plus en plus symbolique pour eux. Ensuite, on a l'enjeu de l'armement, qui est bien évidemment, on en a beaucoup parlé également, qui est vraiment très présent dans cette relation entre l'Inde et la Russie, même si l'Inde était déjà en train de diversifier ses sources d'armement avant le début de la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, ce qui est un aspect important des débats en Inde, c'est l'idée de la prise de conscience du fait que les plateformes d'armement ne sont pas réellement au niveau, donc les plateformes d'armement que l'Inde possède aujourd'hui. À cela s'ajoutent les livraisons retardées. C'était déjà un sujet lors de la rencontre de juillet entre Poutine et Modi, notamment les deux systèmes de défense antimissile S-400 qui devaient être livrés en 2024 et qui ne seront livrés qu'en 2026 et qui sont très très importants pour l'Inde pour être déployés le long de la frontière chinoise. Et puis on a également l'enjeu des pièces détachées pour permettre de maintenir à haut niveau l'armement indien. Et enfin, on a aussi l'enjeu des sanctions occidentales qui sont qui ont beaucoup d'impact sur l'armée indienne aujourd'hui. Pour certains analystes, ça justifie les demandes pour davantage de transfert de technologie et de coopération avec la Russie, notamment sur le sol indien, ce qui serait compatible avec les processus d'indigénisation qui sont en cours sous l'administration Modi, et également permettre de contourner les sanctions en utilisant le rouble, par exemple. Par contre, il y a aussi d'autres voix qui montrent qui soutiennent que ça pourrait être une opportunité pour les partenaires occidentaux d'accepter davantage de coproduction et davantage de transfert technologique, ce qui a toujours été un point de tension entre l'Inde et les partenaires occidentaux, et pour ainsi aider l'Inde à diversifier ses sources d'armement. Et enfin, donc, on a le point économique, parce que la nécessité de redéfinir la relation aujourd'hui, elle passe en réalité beaucoup par l'aspect économique. On a entendu bien sûr beaucoup parler du pétrole et du gaz qui est vraiment au centre de ces liens aujourd'hui, mais c'est aussi un aspect très conjoncturel. Sur des aspects plus structurels et plus de long terme, on a les projets d'infrastructure et de connectivité dans la région, notamment l'International North-South Transport Corridor qui est censé relier la Russie à l'Inde par Mumbai et qui passe également par l'Iran. Donc, on a aussi tous les enjeux des sanctions sur l'Iran. On peut également mentionner le partenariat dans l'énergie nucléaire, dans la coopération spatiale. Et un dernier point qui a été mentionné lors du sommet de juillet, c'est l'intensification de la coopération dans l'Arctique russe.
Donc, au-delà de cette importation massive de pétrole, on a vraiment de nouveaux enjeux de coopération économique qui émergent et ça prouve ainsi que le partenariat n'est pas caduc, mais qu'il est également en évolution. Et donc, pour finir, je voulais également aborder les enjeux internationaux qui sont vraiment au centre de la relation russo-indienne, évidemment. Tout d'abord, le premier, et qui est revenu un peu sur le devant de la scène plus récemment, c'est l'idée selon laquelle l'Inde pourrait jouer un rôle de médiatrice dans de potentielles négociations entre la Russie et l'Ukraine. Cette idée, elle est revenue notamment avec la prise de parole de Giorgia Meloni sur le rôle à jouer de l'Inde et la Chine dans la matière. Et puis également cette semaine, le sommet des National Security Advisor des BRICS en Russie et en Inde, on a vraiment une couverture médiatique sur la venue d'Ajit Doval en Russie. Il y va pour négocier la paix. Donc bien sûr c'est exagéré, mais c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène. Et donc à ce sujet, on a plusieurs visions qui existent en Inde. Il y a des voix en faveur, notamment qui pensent que le fait d'être médiatrice dans ce conflit pourrait envoyer un message au pays du Sud global, qui est un groupe dont l'Inde veut se présenter comme le leader et le porte-parole. Bien sûr, on peut en discuter les contours, mais et en plus, c'est des sanctions qui affectent tout le Sud global. Donc, le rôle de l'Inde serait d'autant plus important de ce point de vue-là. Et il y a également des gains réputationnels, ce qui nourrit le discours d'exceptionnalisme civilisationnel en Inde, qui est vraiment le mot d'ordre de Narendra Modi. Le fait d'être Vishwaguru, ça veut dire enseignant du monde. Donc, c'est vraiment le fait de se présenter comme l'Inde comme étant une puissance civilisationnelle importante. Mais on a également des voix contre en Inde, notamment un manque d'intérêt et un manque pourquoi s'ingérer dans ces muddy waters. Et l'autre idée, c'est aussi que l'Inde n'a pas la capacité de mener ces négociations. Et enfin, l'enjeu vraiment qui est au centre de la relation entre la Russie et l'Inde, c'est la Chine. C'est le facteur numéro un qui est invoqué pour le maintien de la relation avec la Russie. En Inde, on a peur que l'ostracisation de la Russie pousse la Russie dans les bras de la Chine. Et l'idée, c'est aussi que quand la guerre prendra fin, la Russie cherchera peut-être un partenaire pour résister à l'influence chinoise. Et l'Inde veut être ce partenaire-là, elle veut être ce contrepoids. Et elle pense que la Russie perçoit la Chine comme un partenaire de circonstance, alors que l'Inde serait un partenaire choisi de long terme. On retrouve aussi cet aspect historique. Et il s'agit aussi pour l'Inde d'exploiter les faiblesses dans la relation entre la Chine et la Russie et de faire en sorte que leur stratégie ne s'aligne pas contre les intérêts de l'Inde. Et enfin, l'enjeu est également de maintenir la multipolarité en Asie avec l'idée qu'on l'Inde ne veut pas se retrouver face à un front Russie, Pakistan, Chine, parce qu'elle fait déjà face à un front maritime et un front continental entre le Pakistan et la Chine. Donc pourquoi courir le risque de rajouter la Russie entre guillemets? Et c'est aussi un facteur de tension importante et de discussion en interne parce que la Russie ne reconnaît pas l'agression chinoise à la frontière. La visite à Kiev a aussi été perçue comme un message à Moscou pour montrer que la relation avec la Chine n'était pas sans coût pour la relation russo-indienne. Et certains pensent que l'Inde devrait être moins conciliante à l'égard de la Russie, comme l'a écrit un ancien chef de l'état-major de l'armée indienne, Naravane. Ce qui est d'autant plus marquant que normalement l'armée indienne n'est habituellement pas un corps d'armée très critique. Donc pour conclure, la relation entre l'Inde et la Russie est largement acceptée, bien que des débats animent les milieux académiques et de prise de décision qui reflètent des nuances dans la vision de l'ordre international, mais aussi sur la question de l'approfondissement de la relation et sur les domaines qui devraient être concernés. On a quand même vraiment un consensus sur l'existence même de cette relation et le fait qu'elle doive être continuée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Amélie, pour cette présentation très intéressante sur les contours indiens. Et j'aurai des questions qui suivront l'ensemble de nos panélistes parce que tu soulèves des éléments importants dans cette relation particulière entre l'Inde et la Russie. Bon, mais d'abord, je vais donner la parole à Kevan Gafaïti, qui est enseignant à Sciences Po Paris et président fondateur de l'Institut des relations internationales et de géopolitique. En tant que membre du Centre Thucydide de l'Université Panthéon-Assas, il rédige une thèse sur la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Iran de 1995 à 2022 sous la direction du professeur Jean-Vincent Hollande et du professeur Serge Sur. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous donne la parole. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Defaliti et avant toute chose, je souhaiterais remercier les organisateurs, le comité d'organisation, le Rubicon, le Centre Thucydide, l'IRSEM, le réseau d'analyse stratégique et particulièrement le professeur Justin Massy et Monsieur Laurent Bourdieu. Et comme il a été dit, je souhaiterais intervenir sur l'Iran par rapport à ce conflit Russie-Ukraine. Plus particulièrement, le titre de mon intervention va être La guerre russo-ukrainienne vue d'Iran, un test politique et stratégique peu concluant pour cet axe Téhéran-Pékin-Moscou. Et en fait, dans ce questionnement que j'ai eu, je cherchais à justement répondre à une question assez simple. Est-ce que l'Iran et la Russie sont-ils vraiment des alliés? Là où je vois sur mon PowerPoint aussi, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, mon PowerPoint, vous me pardonnerez, ne fait pas le figure après celui d'Amélie Chalibet. J'essaie d'être assez simple, donc ne m'envoyez pas trop, s'il vous plaît. Et, parfait, merci. Génial. Parfait. Voilà. Et donc, j'ai cherché à me demander, est-ce que ces deux pays-ci sont sincèrement des alliés? Et finalement, la guerre en Ukraine apporte tristement le cadre parfait pour répondre à cette question ou apporter des éléments de réponse. Puisque lorsque des États s'affichent comme étant des partenaires, comme étant membres justement d'une structure plus ou moins solide, ce Sud global, eh bien, la guerre peut justement donner des éléments de réponse concrets. Et à cet égard, ce questionnement, à mon avis, s'insère dans un cadre plus large, à savoir la question de est-ce qu'il y a une réorganisation de la société internationale? Est-ce qu'il y aurait maintenant une forme de consolidation de différents pôles de puissance, plus seulement alors ce que l'on appelle l'Occident, on pourra discuter de ces terminologies justement Occident, Sud global, Axe, etc. Donc cet Occident, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, mais aussi maintenant, est-ce qu'il y aurait peut-être cette Chine, Russie, Iran qui arriverait à se fédérer avec une recomposition de cette société internationale? On voit comment depuis donc, le début des années 2000, la Chine ne cache plus du tout sa stature de puissance pouvant prétendre à l'hégémonie ou à tout le moins à la compétition avec les États-Unis, la Russie qui, après le moment polaire, unipolaire américain du début des années 2000, cherche à réinvestir la scène internationale, et cet Iran qui est en éternel infréquentable, mais qui est en rupture complète par rapport à cette recherche de fréquentabilité depuis la fin du JCPOA du 8 mai 2018. Et euh, j'ai vu qu'il y avait donc Zbigniew Brzezinski qui parlait de scénario catastrophe s'il y avait une formation d'anti-hégémonie. Ce serait vraiment un cadre catastrophique. Et donc, j'ai cherché à voir s'il y avait cette solidité de cet axe Téhéran, Pékin, Moscou, à travers trois volets principaux qui nous sont offerts par la guerre en Ukraine. À savoir le premier volet, le plan discursif et politique, le deuxième, le volet économique, et le troisième, le volet stratégique, évidemment. À partir de là, mon premier point s'intitule La guerre Russie-Ukraine vue d'Iran, le renforcement d'un narratif incriminant les États-Unis. Il faut savoir que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Iran n'évoque jamais une responsabilité russe dans ce conflit. J'ai longuement cherché, mais tant en persan qu'en anglais, il n'y a pas eu la mention du mot agression, du mot attaque russe, mais seulement du champ lexical de la crise ukrainienne. On ne parle pas de guerre, on ne parle pas d'agresseurs, d'agression russe, de soldats russes arrivant sur le territoire ukrainien, mais seulement de crise. Crise en Ukraine, crise ukrainienne. Et là, je fais ici explicitement mention à la déclaration du 12 octobre 2022 de la mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies, donc qui peut être considérée comme la position officielle de l'Iran sur la scène internationale. Vous verrez la mention de crise en Ukraine, mais absolument pas de guerre. Et pour être encore plus précis, dans cette déclaration, il n'y a même pas le mot Russie ou russe. Et donc, vous voyez cette création de narratif. Et alors, pour rebondir sur l'intervention d'Amélie, qui disait que l'Inde estimait que, alors c'était la citation du ministre indien des Affaires étrangères, désolé, je vais un peu l'écorcher, mais c'était de dire comment the US problems are not the world's problem. Et pour l'Iran, c'est quelque chose d'un peu plus différent, à savoir que, point de vue iranien, the US are the problem. Et là, je fais référence à une déclaration du 1er mars 2022, donc du guide suprême de la révolution islamique, le réel chef politique en Iran, Ali Khamenei, qui affirmait que les États-Unis, donc la racine de la crise ukrainienne, se trouve être les politiques américaines. Je continue la citation, le régime américain se nourrissant de crises qu'il crée. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas dans la recherche d'un narratif équilibriste qui arriverait à être en balance par rapport à ces deux pôles, mais qui justement là est extrêmement polarisé.
ce ne serait pas de la faute de la Russie, il n'y a pas de faute qui est évoquée, mais absolument de la faute américaine, occidentale, avec, encore une fois, une citation point de vue iranien, la critique d'un objectif américain de consolidation et d'agrandissement perpétuel de l'OTAN. Et donc, il y aurait eu finalement cet appel, ce risque belligène qui aurait été créé. Et alors là, l'Iran s'appuie sur des éléments factuels. Le 9 juillet, 9 juillet 97, il y a une commission OTAN-Ukraine qui est créée. Jusqu'en juin 2021, il y avait des exercices navals Ukraine-OTAN en mer Noire, le Sea Breeze de 2021. Et la presse iranienne va même jusqu'à qualifier le conflit Russie-Ukraine de conflit proxy entre les États-Unis et la Russie. Et là, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez astucieux en fait de la part de l'Iran, à savoir le renversement même de ce champ lexical, puisqu'on parle souvent de proxy iranien au Moyen-Orient pour qualifier le réseau d'influence de l'Iran dans la région. Et là maintenant, l'Iran estime que c'est plutôt en fait les États-Unis qui ont des proxys et que l'Ukraine serait un proxy de Washington. Et donc, sur ce premier volet, sur le plan discursif et politique, l'Iran va créer ce narratif qui renverse absolument la perspective de ce qu'on retrouve justement nous en Europe et en Amérique du Nord. À ce premier égard, on pourrait retenir le qualificatif d'axe Téhéran-Pékin-Moscou, à savoir, oui, il y a une fédération entre des États qui ne se critiquent pas entre eux, qui à l'inverse, pardon, justement, jette la patate chaude, si vous me permettez, de l'autre côté. Et on vient à mon deuxième volet, à savoir l'accroissement des liens commerciaux entre l'Iran et la Russie, mais aussi le blocage russe des négociations sur le nucléaire iranien, ce qui nous amène à des conséquences économiques en demi-teinte par rapport à cette guerre Russie-Ukraine. Du fait de cette guerre Russie-Ukraine, j'ai pu distinguer entre deux volets économiques, des volets économiques qui ont été accélérés du fait de la guerre en Ukraine entre l'Iran et la Russie, et des volets économiques qui ont été justement institués du fait de la guerre. Alors par rapport à ce qui a été accéléré, Amélie en parlait aussi, ce INSTC, le International, plutôt le corridor de transport international Nord-Sud, INSTC, qui traverse donc la Russie, l'Iran, des morceaux de la mer Caspienne, de l'Azerbaïdjan, pour ensuite arriver à l'Inde, au port de Nevachiva, il me semble. Et là, ça a été signé en 2017. Il y a eu d'autres accords qui ont été signés en 2022, en 2023, pour créer justement on va dire, cette interface de transport ferroviaire et maritime. Là, ça peut être un premier élément où effectivement les États continuent de se rapprocher. Il y a eu un deuxième volet qui a été accéléré justement par la guerre Russie-Ukraine, à savoir l'Union économique eurasiatique, l'UEEA. Alors, cette organisation réunit la Russie et quatre ex-États de l'espace soviétique, avec lesquels l'Iran a signé un accord de libre-échange en 2022 qui remplace un précédent de 2019, ce qui avait justement qui avait augmenté les échanges entre Téhéran et cet espace de 150% en 3 ans, donc ce qui est quand même appréciable. Cependant, il s'agit d'un volet qui est antérieur à la guerre en Ukraine, qui n'a pas été institué par la guerre en Ukraine. Un autre volet qui a été encore beaucoup évoqué depuis la guerre en Ukraine est la dédollarisation des échanges entre la Russie et l'Iran et leurs autres partenaires. Alors, pourquoi cette dédollarisation? Pourquoi vouloir échapper à la monnaie américaine? Car si vous échappez à la monnaie américaine, vous échappez à l'emprise des sanctions américaines. Pourquoi? Puisque on entend souvent, Amélie en reparler, l'Iran comme étant un pays extrêmement sanctionné. On y reviendra aussi, mais la Russie maintenant est le pays le plus sanctionné du monde, du fait justement de l'emploi du dollar. Vous ne pouvez pas utiliser le dollar, sinon vous allez être sanctionné. Donc interdiction. Et ensuite, il y a ce que l'on appelle l'extraterritorialité des sanctions américaines. Là, les États-Unis vont aussi interdire les autres États, pas seulement l'Iran, d'utiliser le dollar dans des échanges avec l'Iran. Donc une banque canadienne, une banque française ne pourrait utiliser des dollars avec même d'autres interfaces pour ensuite commercer avec l'Iran. Et justement, l'Iran essaye d'échapper à cela. Il a réussi particulièrement aussi depuis la guerre Russie-Ukraine. Et alors, j'ai vu qu'il y avait des déclarations de l'Iran au sein des BRICS qu'il a rejoint en 2024, le 1er janvier 2024, formellement, pour essayer d'inciter les BRICS à ne plus utiliser le dollar et à dédollariser leur échange. Si vous voulez mon humble analyse, je pense que c'est absolument irréaliste à court, moyen et long terme de vouloir dédollariser les échanges au sein du BRICS. Ne serait-ce que pour un seul État en particulier, au sein des BRICS, plus maintenant vous avez l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite, qui a le Strategic Partnership avec les États-Unis et qui ne pourrait en aucun cas envisager d'arrêter d'utiliser les dollars.
Et alors, vous avez quand même d'autres rapprochements, notamment dans le système bancaire entre la Russie et l'Iran. Je m'en tiendrai juste à une citation de Mohsen Karimi, vice-président de la Banque centrale d'Iran aux affaires étrangères, aux affaires internationales, qui soulignait fin mai 2023 l'installation d'un bureau permanent de la banque VTB, qui est la deuxième plus grande Russie. Donc, vous avez une coopération bancaire de plus en plus poussée. Et finalement, le seul volet économique qui a été institué du fait de la guerre en Ukraine entre l'Iran et la Russie, eh bien, c'est justement le contournement des sanctions. L'Iran a l'expertise justement en contournement des sanctions, puisque la République islamique d'Iran est proclamée en 1979. Les premières sanctions américaines datent de 1979. Donc l'Iran a une expertise de 45 ans en contournement des sanctions internationales. Et justement, il y a eu des éléments américains, mais aussi des éléments iraniens qui déclaraient comment l'Iran, justement, apporte cette expertise à la Russie pour contourner les sanctions. Et à l'inverse, il y a même un côté un peu tristement funeste, néfaste, qui a été institué du fait de la guerre Russie-Ukraine, à savoir le blocage russe des négociations sur le nucléaire iranien. Vous avez eu le JCPOA, vous avez eu cet espoir d'avoir un JCPOA 2.0, notamment avec l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, mais la Russie, en fait, traîne des pieds. Pourquoi? Parce que la Russie est maintenant l'État le plus sanctionné au monde et la Russie ne pourrait admettre qu'il y ait une levée des sanctions pour l'Iran alors qu'elle est elle-même extrêmement sanctionnée. Entre guillemets, c'est si j'ai un boulet au pied, je veux que mes partenaires en aient aussi un aussi. Donc ça remet absolument justement en cause ce qualificatif de partenaire. Et donc j'en arrive à mon troisième point, ça peut être rapide. Les ventes iraniennes de matériel militaire à la Russie et les accusations américaines et ukrainiennes de co-belligérance, l'opacité régnant sur l'implication de l'Iran dans le conflit. Là, le domaine stratégique de l'implication iranienne dans le conflit Russie-Ukraine dispose d'une caractéristique spécifique, à savoir qu'il peut être potentiellement le plus fourni, mais qu'en fait, il est le plus opaque, puisque c'est beaucoup de déclarations et de contre-déclarations. Et là, même justement, ces déclarations sont des éléments de guerre. La communication de la guerre est fondamentale. L'Iran va nier de manière constante toute implication dans le conflit, alors que les États-Unis, l'Union européenne et l'Ukraine avancent avec rigueur que l'Iran est impliqué dans le conflit parce qu'il vend notamment des missiles. Alors pour ceux qui suivent au jour le jour la guerre en Ukraine, ça ne vous aura pas échappé qu'en début de semaine, les services de renseignement américains ont affirmé que l'Iran apportait des missiles FAT 360 à la Russie, ces nouveaux missiles mis au point à une portée de 100 km, mais aussi des drones, notamment le drone Shahid 136, qui est assez peu coûteux, 20 000 dollars, ce qui est assez peu pour un drone qui peut porter une charge explosive. Juste pour la petite anecdote, le drone Shahid, vient du persan, du mot arabo-persan, le martyr, et ça, dans la martyrologie chiite, le Shahid, c'est celui qui donne sa vie et qui meurt pour le combat et pour la cause, qui fait justement le sacrifice ultime pour la victoire. Donc vous avez des déclarations et des contre-déclarations. Vous avez même des accusations de co-belligérance. Avec là, je me réfère à la déclaration du 20 octobre 2022 de John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, et son homologue ukrainien, qui affirme qu'il y aurait du personnel militaire iranien, des gardiens de la Révolution, en Crimée. Donc, qui ferait là un soutien logistique et stratégique donc à la Russie. J'en arrive à ma conclusion. Finalement, il y a une forme de résultat en demi-teinte. Il y a une guerre russo-ukrainienne qui est le symbole éclatant de cette inconsistance, justement. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser, puisqu'il y a indubitablement des éléments d'ordre discursif et politique, mais aussi économique et stratégique, qui vont dans le sens d'une concordance d'intérêts entre la Russie et l'Iran, assurément. Cependant, il n'y a pas de revendication explicite de cet axe Téhéran-Pékin-Moscou. Et là, j'aimerais juste faire un petit point, une très légère digression, où on entend souvent parler d'axe de la résistance de l'Iran au Moyen-Orient, ce Mehvar et Moqavemat. Comment l'Iran soutiendrait certaines causes, le Hezbollah libanais, le Hamas, la cause palestinienne, les Houthis au Yémen. Mais justement, j'ai cherché et en perçant dans le milieu scientifique et politique iranien, il n'y a pas la qualification de Mehvar et Iran, Chine, Russie. Il n'y a pas cette qualification d'axe Téhéran, Pékin, Moscou. Il existe au Moyen-Orient, mais il n'existe pas dans le champ discursif iranien. Alors si cet axe n'est pas concret, moi j'envisage deux scénarios. Cette alliance est informelle, elle n'est pas assez solide, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez prête, elle gêne peut-être même des objectifs nationaux. Ou à l'inverse, deuxième scénario, cette alliance est tout simplement inexistante. Et il me semble que c'est lequel le plus probable. J'aimerais lister certains éléments qui me font aller dans ce sens pour clore mon propos. Téhéran, effectivement, pourrait être accusé d'exporter son matériel militaire, mais en fait, c'est tirer profit, c'est de l'opportunisme de ce conflit pour pouvoir augmenter ses revenus.
En fait, l'Iran étant lui-même, comme vous le savez, le deuxième État le plus sanctionné au monde, Téhéran profite de l'isolation de la Russie sur la scène internationale. Le 17 mars 2023, vous avez un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre le président Poutine. Donc, il me semble qu'il y a 124 États signataires du statut de Rome qui auraient juridiquement l'obligation de détenir Poutine et de le transférer à La Haye s'il était euh, sur leur territoire, ce qui n'a jamais été le cas pour un président iranien. Et finalement, il faut savoir que la Russie aussi autorise en fait des attaques sur des éléments iraniens. À chaque fois que vous allez entendre une attaque israélienne en Syrie sur des éléments iraniens, ce qui est intervenu dans cette année, il faut savoir que c'est de facto autorisé par la Russie, puisque la Russie a le contrôle de l'espace aérien de la Syrie. Donc si des frappes aériennes sont réalisées, c'est que la Russie a laissé passer, selon entre guillemets. Donc comment est-ce qu'on pourrait les qualifier d'alliés, de partenaires, membres d'un même axe, si la Russie autorise d'autres États à attaquer les éléments iraniens, la crise nucléaire? Je l'ai évoqué et finalement, pour vraiment en finir, il faut juste avoir aussi en tête que le 4 février 2022, il y avait une rencontre entre Xi Jinping, dirigeant chinois, et Vladimir Poutine, et juste avant la guerre, et la Chine a très certainement été pas du tout mis au courant de cette future agression quelques jours plus tard de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Maintenant, on a aussi ultimement un président iranien qui a été élu à l'été 2024, Massoud Pezeshkian, et qui se dit ouvert justement au débat. Je le cite, un débat constructif avec l'Occident. Donc, est-ce qu'il y a la réalité d'un axe Téhéran-Pékin-Moscou? Je vais citer un de mes directeurs de recherche qui me disait, pour un mémoire que j'ai fait sur la crise du détroit d'Ormuz, je questionnais cet axe-là déjà en 2018, un allié qui n'est pas présent lorsque vous avez besoin de lui, ce n'est pas un allié. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette position, je dirais un peu provocante quand même ce matin, sur l'alliance inexistante entre l'Iran et la Russie. À nouveau, j'aurai des questions et on pourra approfondir au cours dans notre panel. Mais d'abord, je vais céder la parole à Rachid Chaker, qui est docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'École de guerre. Il a auparavant enseigné à l'Université Paris-Panthéon-Assas, vous voyez le lien entre cet événement avec Paris 2, et à l'École navale. Il est chercheur associé au Centre Thucydide. Ses travaux portent notamment sur les rivalités entre grandes puissances de la scène internationale et se focalisent sur la région du Moyen-Orient contemporain. Il publie régulièrement pour des revues telles que Politique étrangère, la Revue de défense nationale ou le Rubicon, et on en remercie grandement. Rachid, je vais vous céder la parole. Bien, merci Justine. Alors j'essaie de partager mon écran pour avoir mon PowerPoint. Je l'ai envoyé à Laurent. Je ne sais pas s'il a possibilité de diffuser parce que j'ai un petit problème de diffusion, mais sinon au pire je ferai ça. Vous pouvez partager votre écran normalement. Oui, vous pouvez le faire sinon en partage de votre écran si vous souhaitez. Ouais, je veux bien essayer d'avoir un partage de points pour avoir accès. Normalement. Alors en fait c'est pour accéder à mon dossier parce que comme je suis sur la version non pas application, hop là. Sinon attendez. Ouais, je sais ce que je vais faire ça. Est-ce que vous voyez convenablement mon PowerPoint? On ne le voit pas, non, malheureusement. Pas encore, non. Alors attendez, je vais autoriser. Bon, sinon je ferai sans, c'était pas grave. Parfait. Je l'ai lancé, normalement c'est censé se lancer. Ah, ça s'en vient. C'est bon là? Pas maintenant, oui, merci. Parfait. Alors déjà, merci beaucoup à l'équipe pour son invitation. Je voudrais en profiter, comme vous l'avez dit, pour saluer mes différents collègues qui participent également à cet événement, notamment Amélie Chalivek, Evan Gefaiti de l'Université Paris-Panthéon-Assas et Isabelle Delumeau de l'École navale. Alors moi, je vais vous faire une présentation sur la guerre d'Ukraine vue du monde arabe. Et pour commencer, je voulais citer une phrase qui m'avait beaucoup interpellé, qui m'avait beaucoup marqué. C'était une phrase de Maurice Gourdeau-Montagne, qui était l'ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac, et qui disait que pour lui, et de la perception qu'il avait en tant qu'ambassadeur et diplomate expérimenté, quand on sort de l'Occident, la guerre d'Ukraine, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, n'est finalement perçue que comme une guerre régionale entre Blancs. Et cette phrase m'a interpellé parce que ça entre en contradiction avec ce que l'on entend souvent en Occident, comme quoi c'est une guerre d'impact mondial et qui vient chambouler la géopolitique mondiale. Alors j'ai décidé de vous faire une petite présentation sur la perception de la guerre d'Ukraine vue du monde arabe, le monde arabe qui est constitué, comme vous le savez, de 22 États, en me focalisant sur trois grandes tendances que j'ai pu observer.
Alors, premièrement, il y a ceux que je vais appeler avec des grands guillemets les alliés de la Russie. Dans un deuxième temps, on va analyser les approches un peu plus équilibrées qui concernent en réalité la majeure partie des États arabes. Et ensuite, je vais vous parler des approches dites opportunistes qui concernent un nombre limité d'États, mais qui méritent toutefois d'être soulevées. Alors, ce que j'appelle les alliés de la Russie. Alors, il y a trois grands partenaires constants dans cette crise, ou à peu près constants, c'est la Syrie, le Soudan et l'Algérie. La Syrie, pour des raisons évidentes, on sait le soutien qu'a apporté Moscou et Vladimir Poutine au régime de Bachar al-Assad à partir de septembre 2015, et Bachar al-Assad doit sa survie politique à l'intervention russe. Donc, il est normal que par retour d'ascenseur, et puis toujours parce qu'il est dépendant de la Russie d'un point de vue militaire et politique, il a besoin de Vladimir Poutine, donc c'est la raison pour laquelle il le soutient. Le Soudan, c'est un peu plus complexe. On parle souvent de l'intervention du groupe Wagner au Soudan et donc de l'influence que la Russie aurait dans ce pays, aussi bien au Sud-Soudan qu'au Soudan, et donc ça expliquerait le soutien. Mais ce qui est le plus intéressant à analyser dans ce groupe que j'appelle les alliés, c'est celui de l'Algérie. C'est le rôle de l'Algérie. Alors, il faut savoir que l'Algérie et la Russie sont des partenaires historiques depuis les années 60 et à l'époque déjà sous le président Boumedienne. L'Algérie et la Russie ont commencé à nouer un certain nombre de liens dans le contexte de la guerre froide, même si officiellement l'Algérie était un pays non aligné. Et il faut savoir que rien qu'au XXIe siècle, l'Algérie a importé près des 3/4 de ses équipements militaires de Russie, alors des équipements de différentes natures, des missiles anti-chars, des missiles anti-navires, des hélicoptères de transport, des avions de combat. Donc, effectivement, la Russie est extrêmement liée sur le plan militaire à l'Algérie et vice-versa, et ça peut expliquer en partie certaines positions algériennes sur lesquelles je vais revenir. Par ailleurs, lorsque l'Algérie a manifesté son intérêt pour intégrer les BRICS, il a pu bénéficier du soutien politique de la Russie, même si ça n'a pas été suffisant pour l'Algérie pour décrocher son adhésion. Alors, quelle a été l'attitude de l'Algérie depuis février 2022 ? Eh bien, l'Algérie a apporté un soutien quasi constant à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Par exemple, lors du vote de l'Assemblée générale de l'ONU en mars 2022 exigeant un retrait immédiat des forces russes du territoire ukrainien, l'Algérie s'est abstenue. Et même en allant plus loin, elle a voté contre lors du vote de la résolution proposant d'exclure la Russie du Conseil des droits de l'homme en avril 2022. De la même manière, en 2023, en juin 2023, si ma mémoire est bonne, le président algérien Tebboune s'est rendu en Russie alors que la Russie était censée être un pays boycotté par la communauté internationale. Cette position de l'Algérie de soutien à la Russie est assez surprenante quand on y réfléchit un petit peu, compte tenu des engagements passés et toujours actuels d'ailleurs de l'Algérie par rapport aux luttes anticoloniales. Car effectivement, l'Ukraine aujourd'hui se bat pour son indépendance, pour son intégrité territoriale, et on pourrait s'attendre à voir l'Algérie à ses côtés. On le voit d'ailleurs que l'Algérie, sur la cause palestinienne, est fidèle à ses principes. Elle a d'ailleurs appelé quelques jours après le 7 octobre à une intervention internationale immédiate pour stopper ce qu'elle qualifie d'agression, la riposte israélienne à Gaza. Et récemment, le président Tebboune rappelait le soutien indéfectible au peuple palestinien. Alors, la question qui nous interpelle, c'est pourquoi l'Algérie soutient autant la Russie alors que théoriquement, elle devrait être naturellement du côté de l'Ukraine? Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'il y a un facteur pragmatique. L'Algérie a une relation particulière avec la Russie, l'Algérie qui a notamment des relations compliquées avec un certain nombre d'États, dont la France, et donc en ce sens, la Russie fournit historiquement et encore à ce jour un certain nombre de produits, notamment des produits militaires, des collaborations dans un certain nombre de secteurs, qui poussent l'Algérie à ne pas vouloir remettre en cause ce partenariat au nom de l'Ukraine, qui, et c'est là que la phrase de Maurice Gourdeau-Montagne fait écho, est un pays lointain avec lequel l'Algérie n'a pas forcément d'histoire. Donc, il y a une certaine indifférence algérienne vis-à-vis de la situation en Ukraine, même si, bien sûr, dans l'absolu, l'Algérie souhaite une fin du conflit, la libération de l'Ukraine, mais elle n'est pas pour autant prête à remettre en cause son partenariat avec la Russie pour l'Ukraine, en tout cas pour la libération de Kiev. Ensuite, quelque chose d'autre que j'ai observé, mais alors là, ce n'est pas du tout une enquête empirique, universitaire ou scientifique au premier sens du terme, mais j'ai pu, en observant certains réseaux sociaux algériens depuis un certain nombre de mois, on observe qu'au sein de la population algérienne, il y a une forme de sympathie dans certains cas qui a pu être observée, après il faudrait la quantifier naturellement, vis-à-vis de la Russie, car le combat de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine est perçu, et ça reprend un peu ce que disait Kevin Gafaiti il y a quelques minutes, comme une forme de lutte anti-impérialisme.
c'est-à-dire que l'Ukraine est perçue comme effectivement manipulée par les États-Unis, qui voudraient asservir, rabaisser, humilier la Russie, donc là on reprend un peu la rhétorique russe, et que la Russie ne ferait finalement que se défendre face aux ambitions hégémoniques de Washington. On avait eu un peu la même logique dans les années 90 quand on voyait qu'en Algérie, il y a eu un fort soutien à Saddam Hussein, malgré la désapprobation quant à son invasion du Koweït, en considérant finalement que Saddam Hussein se défendait contre l'anti-impérialisme. Donc il y a une forme d'analogie que j'ai pu relever chez une certaine partie de la population, où finalement on soutient Vladimir Poutine en disant finalement c'est le seul qui tient tête à Washington et à ses ambitions dans le monde. Je voudrais juste nuancer ce petit point sur l'Algérie, c'est qu'on a observé toutefois une inflexion en avril 2023 à l'Assemblée générale des Nations unies, puisque l'Algérie, cette fois-ci, a voté en faveur, alors que jusque-là, soit elle s'abstenait, soit elle votait contre, une résolution qui condamnait l'invasion russe de l'Ukraine. Et ce vote favorable à cette résolution peut être interprété peut-être comme une forme de mise aux enchères de l'Algérie, de dire, adressé à d'autres États, les États-Unis par exemple, en disant, vous voyez, on est en mesure potentiellement de s'éloigner également de la Russie sur certains cas, qu'est-ce que vous pouvez proposer en échange? Donc le cas de l'Algérie était un cas assez intéressant à étudier, raison pour laquelle je me suis penché là-dessus. Le deuxième type d'État auquel je voudrais me consacrer, ce sont les États qui ont une approche dite modérée. Alors, ça représente la majorité des États du monde arabe, donc le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Qatar, le Royaume de Bahreïn. Ils ont une attitude assez claire dès le début, puisqu'ils ont condamné l'agression russe contre l'Ukraine. C'est-à-dire que dès le mois de mars 2022, lors des différents votes qui se sont succédés à l'Assemblée générale des Nations unies, ils ont affirmé leur soutien à la cause ukrainienne sans s'engager, sans apporter d'aide militaire à l'Ukraine, mais toutefois en appelant à l'arrêt des combats, à l'arrêt de l'agression russe et à la libération de l'Ukraine. Mais toutefois, on a pu remarquer que ces États, autant ils s'opposent à l'agression russe de l'Ukraine, autant ils ne souhaitent pas suivre intégralement la voie occidentale. Puisque lors du vote du 7 avril 2022 pour l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme, la plupart de ces États se sont abstenus, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour condamner l'invasion russe de l'Ukraine, mais qu'ils ne sont pas pour autant favorables à exclure la Russie du système international. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que cette posture, je la qualifie de modérée, parce qu'en réalité, on pourrait la qualifier de ambiguë. Autant ils sont en désaccord avec la politique russe en Ukraine, autant ils ont poursuivi les collaborations et même les échanges diplomatiques avec la Russie. Je mets quelques exemples. La visite du président égyptien Sisi en 2023 à Moscou, alors qu'à ce moment-là, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et on le dit isolé de la scène internationale. Eh bien non, le président Sisi y va, il le rencontre et il développe un certain nombre de partenariats. De la même manière, il y a quelques mois, le Royaume du Maroc a adressé ses félicitations à Vladimir Poutine et à la Russie pour sa réélection à la tête du Kremlin. Donc on voit que ces approches modérées, tout en condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, cherchent toutefois à ménager la Russie et conservent à la fois leurs intérêts économiques et politiques avec la Fédération de Russie. Donc ça, c'est un deuxième point qu'il était intéressant de souligner. Et enfin, les approches que je qualifie un peu par provocation d'opportunistes. Et je vais me focaliser sur deux États, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Alors, les Émirats arabes unis, c'est le cas le plus intéressant, puisque au moment de l'agression russe contre l'Ukraine, les Émirats siègent au Conseil de sécurité des Nations unies. Et un point qui a été particulièrement surprenant, c'est que lors d'un vote procédural de février 2022 appelant à l'Assemblée générale à se prononcer sur l'agression russe, les Émirats arabes unis se sont abstenus. C'est-à-dire qu'ils ont refusé que l'Assemblée générale soit saisie d'une question relative à l'agression russe contre l'Ukraine. Et ce qui est encore plus surprenant, au-delà de cette position et de ce vote, ce sont les déclarations du représentant émirien après ce vote. Alors, il a été dit que l'évolution du conflit sape la paix et la sécurité internationale, qu'il faut respecter l'importance de la souveraineté nationale et point intéressant, on appelle toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités. Donc, il n'y a pas de condamnation ferme de l'agression russe, il y a plutôt une forme de renvoi dos à dos des deux protagonistes en les appelant à négocier et en arrêtant de se taper dessus mutuellement. Donc, c'est assez intéressant, assez particulier. Il faut savoir que d'une part, historiquement,
les Émirats ont commencé à développer une collaboration avec la Russie. À un moment donné, lorsque les États-Unis refusaient de vendre le F-35 aux Émirats, Abu Dhabi s'est tourné vers la Russie avec un projet de création en commun d'un avion de combat de 5e génération. Mais en fait, on accuse les Émirats arabes unis, derrière ce vote et derrière cette position, de défendre des intérêts un peu moins nobles, puisqu'il a été démontré, et c'est assez bien documenté, que depuis la crise depuis l'éclatement de la crise en février 2022, les Émirats ont été un peu bénéficiaires de cette crise, puisque plusieurs dizaines d'oligarques, avec notamment leur fortune et leurs capitaux, se sont installés dans l'émirat de Dubaï. Il y a eu un certain nombre de transferts d'or qui ont été observés depuis la Russie vers les Émirats arabes unis, également des transits d'hydrocarbures. Dans le sens inverse, les Émirats arabes unis exportent un certain nombre de produits vers la Russie, des produits qui ailleurs sont soumis à des sanctions, notamment occidentales. Et donc, en fait, l'une des accusations qui est faite vis-à-vis des Émirats arabes unis, c'est qu'ils cherchent à tirer bénéfice de ces situations, sans pour autant nécessairement partager la position russe, comme quoi l'Ukraine est un vassal des États-Unis, etc., mais simplement avoir une vision très mercantile de se dire ce conflit nous profite, et donc essayons d'en tirer le plus grand nombre d'avantages possibles. Donc ça, c'est le cas des Émirats. Même chose et même observation vis-à-vis de l'Arabie saoudite, puisque en février 2022, le président Biden s'est d'ailleurs rendu dans le Golfe et a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman et lui a demandé de contribuer à augmenter la production pour faire baisser les prix du pétrole. Et là, l'Arabie saoudite a d'une part pas donné suite à cette demande. Et pire que ça, au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne, l'Arabie saoudite et la Russie se sont entendus pour accroître leur production de barils de brut quotidienne de près de 2 millions de barils. Et donc, ça a eu pour effet d'augmenter les coûts des hydrocarbures. Et suite à ça, aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de critiques de congressmen et même de la Maison-Blanche appelant à sanctionner l'Arabie saoudite car elle serait accusée en réalité d'être complice de la Russie et de lui permettre d'avoir suffisamment de revenus pour financer la guerre en Ukraine. Et donc, là aussi, l'Arabie saoudite est accusée d'être très opportuniste et de profiter de la guerre en Ukraine pour accroître ses revenus pétroliers dans un contexte où l'Arabie saoudite a besoin d'argent pour investir dans les différents projets qu'elle mène, notamment sur la mer Rouge. Alors, vous vous doutez bien que les États-Unis, proches de l'Arabie saoudite et des Émirats, n'entendent pas les choses se laisser passer ainsi. Un certain nombre de sanctions ont été prises contre des entreprises émiriennes car elles apportent un soutien à la Russie. Récemment encore, avant l'été, des pressions américaines et aussi européennes ont été exercées contre le régime politique à Abu Dhabi pour le contraindre à restreindre sa collaboration. Alors, la fédération s'est engagée à mieux surveiller ses exportations vers la Russie pour s'assurer que des matériels à usage dual ne soient pas envoyés vers la fédération. Et l'Arabie saoudite, ayant subi un certain nombre de pressions et de menaces de la part des États-Unis, a annoncé quelques semaines après ces tensions avec les États-Unis qu'elle allait octroyer une aide humanitaire de 400 millions de dollars à l'Ukraine dans la situation dans laquelle elle se trouve. Ce qui montre d'une certaine manière que les États-Unis exercent une forte pression sur un certain nombre d'États arabes, et notamment d'États du Golfe, qui sont des partenaires de premier plan, pour qu'ils n'aillent pas trop loin dans leur soutien à Moscou. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'en réalité, certains États ne partagent pas du tout un intérêt fort pour ce qui se passe en Ukraine et voient plutôt la crise en Ukraine comme une opportunité, mais ils sont sous le viseur de Washington, ce qui réduit d'une certaine manière leur champ d'action. Et enfin, pour conclure, j'aimerais juste parler de la crise de Gaza. Que change la crise de Gaza dans le monde arabe et à la perception du conflit en Ukraine? Alors, il est vrai que ce qui s'est passé à Gaza, comme d'ailleurs a changé d'importance, a réduit l'importance de la crise ukrainienne aux yeux d'un certain nombre d'habitants du monde arabe, mais ça c'est vrai aussi dans un certain nombre d'autres États, une crise éclipsant l'autre. Mais en fait, la crise à Gaza, indirectement, elle a pu servir la propagande russe, car elle a pu permettre à Moscou de mettre en lumière le deux poids, deux mesures occidental. Par exemple, quand on entend qu'un certain nombre d'États occidentaux, notamment les États-Unis, font pression sur la Cour pénale internationale pour que ne soit pas émis de mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense, la Russie se sert de ce cas de figure pour montrer que, en réalité, lorsque les Occidentaux défendent la justice internationale, ce n'est pas par amour du droit, c'est uniquement pour discréditer et affaiblir leurs adversaires et ne pas
et non pas en réalité soutenir une quelconque adhésion à des valeurs universelles. Et donc, en ce sens, la crise à Gaza, elle a permis, en tout cas au niveau des opinions publiques, de relativiser la crise ukrainienne et finalement de mettre en perspective que ce qui se passe en Ukraine n'est qu'une forme d'hypocrisie généralisée par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et qu'on défend le droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et toutes les autres valeurs associées lorsque l'adversaire est la Russie, mais lorsque l'incriminé est Israël, on abandonne tous ces principes et on soutient inconditionnellement l'État d'Israël. Et donc, c'est intéressant à regarder. Et ce qui me permet de conclure qu'au final, il n'y a pas une vision unique de la crise ukrainienne dans le monde arabe. D'ailleurs, c'est un peu évident, sachant qu'il y a 22 États arabes, tous aussi différents les uns que les autres. Donc, il aurait été utopique d'envisager une vue unique du monde arabe sur la crise en Ukraine. Mais ça permet de montrer que finalement, les États arabes sont particulièrement divisés et que chacun, en fonction de sa propre histoire, de ses propres intérêts, va avoir des approches différenciées, sachant que certains sont plus soumis à des pressions que d'autres. J'ai évoqué le cas des États du Golfe avec les États-Unis, et ça montre que dans certains cas, les États du Golfe voudraient avoir certaines positions par rapport à l'Ukraine, mais que le contexte international et les alliances et les partenariats ne leur permettent pas d'avoir les coups des franches sur le sujet. Voilà. Désolé, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je pense que j'ai largement dépassé mes 10 minutes et je vous prie sincèrement de m'en excuser. Non, j'ai tout fait pour parler vite. Vous êtes excusé, vous aviez à couvrir 22 États, donc contrairement à d'autres, donc on vous a donné un peu plus de temps pour vous permettre de dresser un bon portrait comparatif de la région. Merci beaucoup, Rachid, pour cette intervention. Je vais maintenant donner la parole à Antonin Blanchard, qui est étudiant à l'UQAM à la maîtrise en sciences politiques avec le double diplôme de l'IEP de Grenoble. Il s'intéresse à l'analyse des conflits armés et de la stratégie militaire ainsi qu'à la région du Moyen-Orient, et plus spécifiquement à l'étude du cas égyptien et de sa politique étrangère. Il a publié sur le thème de la diplomatie égyptienne, sur la scène africaine et sur la surprise stratégique dans le cadre de l'attaque du 7 octobre 2023. Antonin, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci les organismes qui tiennent ce colloque. Donc, du coup, pour ma part, je vais discuter donc, du non-alignement égyptien dans le cas de la guerre en Ukraine. Pourquoi l'Égypte et quelle est l'importance de ce pays en fait, dans le conflit? En Afrique, c'est la première puissance militaire. Ça ne marche pas Oui, désolé. C'est la première puissance militaire africaine, un des 3 pays les plus peuplés d'Afrique, et un pays qui a de très fortes relations avec l'Égypte, avec l'Europe, la Russie et les États-Unis. Elle a toujours tendu à avoir une position relativement non alignée entre ces camps, mais avec le conflit qui a explosé depuis 2022, et ces camps qui maintenant s'affrontent d'une certaine manière par alliés interposés. Il est bon de savoir quelle est sa position là-dedans et quelle est sa position dans le conflit. Avant toute chose, je vais d'abord commencer à parler des relations, on va dire, avec les différents protagonistes, la Russie, l'Europe et les États-Unis principalement. Et après, nous parlerons plus spécifiquement du conflit en lui-même. Pour l'Égypte et la Russie, c'est une relation qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l'époque de Nasser et des grands nationalismes arabes. Leur relation se divise en 4 points principaux sur le plan militaire en premier. La Russie est le principal vendeur d'armes vis-à-vis de l'Égypte. Sur le plan du tourisme, l'Égypte est la première destination des touristes russes et aussi ukrainiens. Ils ont permis le développement de stations balnéaires et aussi ils représentent pas moins de 1 million de touristes par année. Sur le plan de l'agriculture, la Russie est le principal fournisseur de blé. L'Égypte, en fait, importe 80% de sa consommation de blé et 60% provient de Russie même. Et elle achète aussi à l'Ukraine à hauteur de 20 ou 30%. Et le dernier plan, c'est le plan énergétique. En fait, l'Égypte a un projet de construction de centrales nucléaires sur son territoire. Et ce mandat de construction a été décerné à la société russe Rosatom. Donc depuis le 1er janvier 2024, l'Égypte a intégré les BRICS. Donc là, c'est vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis maintenant des États-Unis et de l'Europe. L'Égypte est très proche des États-Unis sur principalement le plan militaire et d'ailleurs est un pilier de l'OTAN en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient.
comment se positionne en gros cette relation avec les États-Unis? C'est une aide militaire principalement qui est fournie tous les ans à hauteur de 1,3 milliard de dollars par année, depuis quasiment 60 ans. Donc c'est 70 milliards de dollars qui ont été déboursés par les États-Unis pour aider l'Égypte. C'est le deuxième pays le plus aidé derrière Israël. Et l'Égypte et les États-Unis sont un des plus gros clients de l'Égypte. D'un autre côté, le marché européen et l'Union européenne en fait sont aussi un partenaire important. L'Égypte fait partie des politiques de voisinage de l'Union européenne et c'est la première région en termes d'exportation pour l'Égypte, c'est à hauteur de 31%. Donc voilà pour les relations. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est regarder les conséquences de la guerre. Et dans les conséquences, il y en a deux très grandes qui sont en fait la crise alimentaire qui a été posée avec le conflit et une crise économique. Pour la crise alimentaire, le problème a été surtout posé sur du coup, l'importation du blé. Donc, on a dit que l'Égypte importait soit 80% de son blé, dont 60% de Russie et 20% d'Ukraine. Avec la guerre, il n'y a plus réellement de possibilité d'importer le blé, ce qui a causé une très forte inflation sur le prix du pain, une difficulté à pouvoir nourrir la population et une vraie crise humanitaire. L'Égypte n'a pas de solution actuellement à court terme. Son seul moyen serait de potentiellement développer sa souveraineté alimentaire, mais cela pourrait se faire que sur plusieurs années. Sur le plan du coup économique globalement, il y avait une crise qui existait déjà en Égypte. C'était une crise qui perdurait depuis la fin du Covid, mais a été accentuée très fortement avec la guerre en Ukraine. On parle d'une inflation à 33%, de la perte d'investissement direct étranger, d'une dévaluation de la monnaie de 70%, d'une dette de 140 milliards et aussi de la perte d'un certain nombre d'accords commerciaux qu'elle avait avec l'Ukraine et la Russie. De plus, avec cette guerre aussi, le tourisme a de facto baissé, les touristes ukrainiens et russes ne venant plus, c'est 40% de son tourisme annuel qui a été perdu. Donc c'est ça le point de départ, on va dire, pour comprendre la position de l'Égypte. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir le but en fait, de l'Égypte est plus de résoudre en gros ses crises internes, et cela doit passer par la résolution du conflit si elle veut pouvoir s'en tirer d'une certaine manière. Et donc son but va être de jouer, on va dire, un peu dans les deux camps, d'essayer de tirer profit à la fois des Américains, de l'Europe et en même temps des Russes. Donc vis-à-vis de la Russie, l'Égypte, donc on n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec la Russie. El-Sisi se déplace toujours pour aller voir Poutine. Il reçoit aussi régulièrement des officiels russes comme des chefs du renseignement pour discuter de la guerre. L'Égypte n'a pas du coup a demandé l'arrêt du conflit, mais n'a pas condamné directement la Russie. Et d'ailleurs n'a pas imposé de sanctions, au risque que cela impacte trop son économie et ses intérêts. Sur le plan du coup du blé du blé et de l'alimentaire, du plan alimentaire, la situation s'est débloquée après le sommet Afrique-Russie où l'Égypte a pu récupérer du coup un certain nombre d'accords avec elle pour faire des importations de blé sur d'une très très grande quantité, mais cela ne résout pas réellement son problème à long terme et lui permet de sortir un petit peu de cette inflation. Sur le plan aussi militaire, il a été dévoilé en fait que l'Égypte cherchait à fournir du matériel envers la Russie. On parle de 40 000 roquettes et de la poudre à canon. Cela a été découvert par les États-Unis et l'Ukraine et a été finalement euh, une pression américaine et ukrainienne a été mise sur cette découverte et l'Égypte a dû, on va dire, changer de position. Donc en fait, l'invasion en Ukraine pèse fortement sur l'Égypte et sur sa relation avec la Russie, mais si elle veut pouvoir s'en tirer et du coup résoudre ses crises, elle ne peut pas juste compter sur la Russie, ce n'est pas possible. Il faut à la fois qu'elle s'aligne d'une certaine manière sur l'Occident et qu'elle fasse un pas vers eux pour pouvoir obtenir potentiellement des aides ou aussi tout simplement du soutien pour résoudre ces crises. Donc vis-à-vis de l'Occident, l'Égypte a fait un pas vers l'ONU avec le vote de trois résolutions sur quatre, dont une où elle s'est abstenue. Elle a condamné quand même l'Ukraine sur la scène internationale. Mais d'un autre côté, elle a aussi est allée voir les institutions internationales, le FMI, l'Union européenne, pour demander en fait du soutien. L'Égypte a réussi à obtenir un prêt de 3 milliards sur 46 mois, qui est en 2022, qui sera prolongé en 2024 de 5 milliards. Plus l'Union européenne lui fournit maintenant une aide de 7,5 milliards pour un contrôle accru de ses frontières. C'est les plus grosses aides derrière les aides que fournissent ces pays du Golfe à l'Égypte. Et d'une certaine manière, l'Égypte devra être prête à faire des efforts, par exemple sur les enjeux humains, des droits humains dans son pays, pour permettre d'avoir ces prêts.
Donc, il y a une forme de changement d'orientation. L'Égypte va chercher donc de nouveaux partenaires, vu que ses relations avec la Russie ont été endommagées. La place des marchés européens et américains grandissent dans son économie. C'est un doublement des échanges et des exportations envers l'Union européenne, qui passe à 30 milliards face à la Russie qui n'est qu'à 5 milliards. Les échanges avec les États-Unis aussi sont le double de ceux de là avec la Russie, autour des 10 milliards. Et avec cette histoire de livraison de matériel d'armement vers la Russie, l'Égypte a au final choisi de armer en fait l'Ukraine en passant par les Américains, donc de fournir du matériel aux Américains à destination de la Russie. Donc qu'en est-il réellement de cette position de l'Égypte? c'est une, Elle essaye toujours de jouer la carte du non-alignement, ne pas être en faveur d'un ou des deux camps, mais très difficilement en fait. L'Égypte en fait est fortement touchée par ces crises. Elle n'a pas vraiment de moyens directs de sortir de la crise. Elle est obligée de chercher une solution un peu partout et de s'aligner d'une certaine manière sur l'un des camps. Elle va quand même conserver sa relation avec la Russie, mais va faire quand même beaucoup de pas envers l'Occident avec les votes à l'ONU, avec la livraison d'armement à l'Ukraine, avec sans doute des efforts mis sur certains points dans sa politique. Mais son but, au fond, n'est pas réellement la fin la fin du conflit, qu'un camp ou en particulier gagne. Ce qu'elle veut, c'est l'arrêt immédiat du conflit. Elle veut absolument ça, et c'est comme ça d'ailleurs que les déclarations souvent de Al-Sisi ou du gouvernement se font, c'est que ils prônent pour la fin du conflit, pour pouvoir, eux, sortir de leur crise et pouvoir reprendre des échanges, pouvoir reprendre du commerce. Donc, dans tout ça, dans ce balancement entre les deux camps, il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait en tirer son épingle du jeu, c'est la Chine, qui pourrait se positionner en troisième pilier et arriver là en proposant des accords, une solution autre que ces deux grands camps. Parce que la Chine cherche à augmenter ses relations avec le monde arabe, et cela peut passer par l'Égypte, qu'elle considère comme vitale dans ses relations. Donc, en soi, le non-alignement est très théorique. En pratique, on voit vraiment la difficulté de pouvoir s'aligner dans un camp où, en plus, ces relations les plus importantes sont les deux camps, entre guillemets, adverses. Et il peut potentiellement y avoir maintenant, depuis 2024, avec son intégration dans les BRICS, encore un revirement de position, parce que, elle va peut-être s'aligner sur la position de ses nouveaux alliés. Merci beaucoup, Antonin, pour cette présentation encore plus en détail du cas égyptien. On va terminer ce panel. On ne pouvait pas ne pas parler on peut l'appeler un éléphant dans la pièce, peut-être. Cet autre partenaire, allié, on verra, qu'est la Chine également dans le conflit en Ukraine. Et je vais donc céder la parole à Pierre-Marie Meunier, qui, après 8 années en tant qu'officier dans l'armée française et le renseignement militaire, en particulier dans une unité spécialisée en recherche humaine, il a rejoint la Société du Conseil Stratinfo en 2013, où il exerce en particulier ses compétences dans la finance, l'industrie de la défense et les secteurs à forte dimension technologique. Il intervient régulièrement dans le cadre de tensions informationnelles, médiatiques ou géopolitiques. Il est diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et titulaire d'un Master 2 en information et communication et d'un autre en relations internationales. Pierre-Marie, merci beaucoup d'être avec nous et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Parfait. Donc, effectivement, le sujet, c'est un peu voilà, l'éléphant dans la pièce, tel que vous l'avez dit, puisque c'est arrivé, ça a été mentionné lors de plusieurs des interventions, d'excellentes interventions que nous avons précédemment. Je tenais déjà à remercier effectivement le Rubicon et toutes les personnes effectivement qui m'ont invité, qui ont fait l'honneur de m'inviter à cette présentation. Mon sujet, c'est effectivement l'ambiguïté, les paradoxes, les faux semblants, j'irais jusqu'à dire, du soutien chinois à la Russie. Je ne suis pas un sinophone distingué, néanmoins le mot crise en Chine, l'idéogramme, on sait que voilà, ça signifie à la fois crise et opportunité. Alors une fois qu'on a passé ce petit jeu de mots, c'est pourtant effectivement la perception qu'a peut-être la Chine de ce conflit, de cette crise en Ukraine, à la fois en termes de risque et d'opportunité. La Chine, elle véhicule vers l'Occident un narratif de neutralité responsable depuis le début de cette crise, depuis février 2022. Il s'agit de ne pas aggraver la crise, de ne pas alimenter la machine de guerre, de ne pas participer directement aux hostilités, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle, durant toute la première période de la guerre, c'est-à-dire début 2022 jusqu'à la fin 2022 en gros, la Chine s'abstient, si on prend le point de vue Nations Unies, la Chine s'abstient de voter toutes les résolutions qui mettraient en cause la Russie, plus ou moins indirectement.
Sauf que cette neutralité, elle est relativement mal perçue par les autres pays, puisqu'elle devient de plus en plus incompatible en fait, avec le statut de grande puissance qu'est censé avoir la Chine, pays qui peut en plus se prévaloir de parler aux deux camps. Donc on attend autre chose de la Chine. Raison pour laquelle, en février 2023, la Chine dévoile malgré tout sa position sur le règlement politique de la crise ukrainienne, dit plan de paix chinois, en 12 points, dans lequel on retrouve le lexique et le vocabulaire général des grands plans de paix, plan qui sera d'ailleurs repris différemment selon qu'on est situé en Ukraine ou en Russie. L'Ukraine reprenant textuellement les mots d'intégrité territoriale, puisque c'est son sujet, la Russie allant plus sur les sujets relatifs à l'inefficacité des sanctions et l'injustice des sanctions, par exemple. Ce n'est pas anodin. Cela se traduit jusqu'en avril 2023 par une Chine qui vote en faveur d'une résolution aux États-Unis, la résolution du 26 avril 2023, qui reconnaît explicitement l'agression russe contre l'Ukraine, même si ce n'est pas le sujet direct de cette résolution. Mais à quelque part, c'est un peu la légende dorée, le narratif que voudrait construire la Chine, avec quelques grains de sable dans cette belle mécanique informationnelle. Déjà, et ça a été évoqué, revenons au tout début de la guerre, la Chine a-t-elle été prévenue de l'invasion de l'Ukraine par la Russie? On ne le sait pas exactement. Il y a effectivement, ça a été évoqué, cette rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine au tout début février lors de l'inauguration, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. La Chine a-t-elle été mise au courant? C'est possible, c'est en tout cas ce que veut nous dire une enquête du New York Times qui est sortie en mars 2022 sur information des services de renseignement US. On n'en a pas de certitude. Néanmoins, et là je rejoins plus ce qui est ma partie, c'est-à-dire l'analyse en termes de communication, dans les médias chinois, y compris dans les médias anglophones, c'est-à-dire spécifiquement à destination de l'étranger, l'ambiguïté du soutien chinois à la Russie n'est absolument pas de mise. Il n'y a aucune ambiguïté sur le camp qu'a choisi la Chine dans ce conflit. Quels sont les arguments que l'on retrouve? D'une part, le problème fondamental, c'est l'extension de l'OTAN et donc les menaces sur la sécurité de la Russie, c'est à peu près dit tel quel. Les USA et l'Occident, de manière générale, soufflent sur les braises de toute façon et aggravent le conflit en armant l'Ukraine. La Russie a des intérêts légitimes dans le Donbass, des intérêts de souveraineté liés à la présence de ses citoyens et d'intérêts forts dans le Donbass. Et s'ajoute à cela un anti-américanisme global, effectivement, dans les médias chinois, en raison d'une part des sanctions contre la Chine. Certaines entreprises sont déjà sanctionnées dès 2022 pour le soutien apporté à la Russie. Et parce que de toute façon, l'Occident est vu comme responsable de manière générale d'une certaine instabilité mondiale, particulièrement dans le contexte du retrait piteux, on va le dire comme ça, d'Afghanistan, même pas un an auparavant. D'autant plus que l'Occident, avec l'Irak, l'Afghanistan dans toutes les mémoires, l'Occident, on va dire, a certaines casseroles, a un certain passif en matière de non-respect du droit international. Au-delà de cette perception dans les médias chinois, il y a quelque chose de très concret, c'est le soutien matériel chinois à la Russie. En novembre 2023, on découvre sur les réseaux sociaux les premières images de véhicules militaires chinois, tout le monde les a en tête, je pense, peut-être des véhicules qui ressemblent à des véhicules de golf, qui sont utilisés par l'armée russe sur le front. Ce ne sont pas des véhicules de combat, ce ne sont pas de l'armement, et je le redis, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve d'armement livré par la Chine à la Russie. Néanmoins, on va dire que la Russie flirte avec les limites de ce qu'elle peut se permettre, sachant bien sûr que la Chine ne participe pas aux sanctions économiques contre la Russie. Ce contrat-là, ce contrat de véhicule en particulier, c'est ce qui avait attiré mon attention en premier lieu sur ce sujet. Il a été assuré, dans la publicité a été assurée par Vladimir Poutine lui-même. Il a été signé après le début de l'invasion en Ukraine par la Russie. Il ne s'agit donc pas d'un contrat qui précède. En avril 2024, on apprend accessoirement que la Chine accueille dans ses ports des bateaux venant de Corée du Nord qui sont fortement suspectés de participer au commerce de munitions, au contrat, à l'accord entre la Russie et la Corée du Nord pour la fourniture de munitions. On sait également que la Chine, justement parce qu'elle ne participe pas au régime de sanctions contre la Russie, la Chine soutient économiquement et financièrement la Russie. La fameuse ligne sur Ovikine qui a permis, qui a résisté à la contre-offensive ukrainienne courant 2023, est largement le fait de matériel de génie civil qui ont été fournis par la Chine à la Russie pendant cette période-là.
On sait que la Chine est devenue le premier fournisseur de machines-outils à commande numérique, très importante pour le complexe militaire industriel, ainsi que l'électronique. La Chine a pris la place des entreprises occidentales qui ne fournissent plus cela à la Russie. Ce soutien matériel, il est réel, il est constant, mais il a malgré tout quelques limites. Les limites, c'est là qu'on retrouve un peu l'ambiguïté chinoise. On les voit par exemple à travers le refus chinois d'avancer sur le dossier Force de Sibérie, le fameux gazoduc qui permettrait à la Russie de contrebalancer la perte du marché européen sur le gaz. On a aussi, là c'est peut-être beaucoup plus gênant pour la Russie, on a aussi un retrait progressif depuis décembre 2023 sur pression du département d'État américain des banques chinoises de Russie, qui de plus en plus refusent les prêts accordés à la Chine. Il y a un dernier sujet, effectivement, qui est une véritable ligne rouge pour la Chine, c'est le sujet du nucléaire, et la Chine l'a encore rappelé récemment. La Chine est fortement opposée à l'usage possible, potentiel, et aux menaces sur le sujet nucléaire par la Russie. Et pourtant, la Russie communique régulièrement à ce sujet. On peut y voir, pour la Chine, une crainte qu'un État nucléaire attaquant avec des armes nucléaires un État non nucléaire, ce soit la porte ouverte à la prolifération pour tous les États, en premier lieu lesquels le Taïwan, pour s'équiper d'une arme nucléaire. C'est une véritable idiot. Qu'est-ce qu'on observe de manière générale? C'est un soutien chinois à la Russie qui suit, en quelque sorte, le tempo des opérations, le tempo opérationnel, de manière relativement cyclique. Dans un premier temps, on a une Chine qui laisse faire, soutient de manière neutre, ne se prononce pas, laisse faire la Russie parce que ça l'arrangera. Ça l'arrange d'une certaine manière, on le verra ensuite. Sauf que très rapidement, la Russie perd l'initiative, au point de faire croire à une victoire ukrainienne possible de la fin 2022, très grossièrement, à l'été 2023, début d'automne, lorsqu'on se rend compte que la contre-offensive ukrainienne, finalement, n'ira pas très loin. La Chine, à ce moment-là, accentue à la fois son soutien visible, son soutien matériel et financier à la Russie, on en a parlé juste avant, tout en proposant un plan de paix. Elle joue sur les deux tableaux. Troisième temps, l'année 2024, très grossièrement à nouveau, ce que j'appellerais moi un certain pourrissement de la situation, la perspective d'une guerre qui va s'installer dans la durée. La Chine revient sur une position beaucoup plus attentiste et observe quelque part la situation. Elle retire un certain nombre de soutiens à la Russie. Néanmoins, on la retrouve par exemple prendre position de manière négative, s'opposer à certaines résolutions à l'ONU. L'ONU relativement neutralisée de toute façon sur ce dossier-là. Depuis 2024, qu'est-ce qui se passe en effet? On expose déjà les faiblesses militaires de l'Occident, nos stocks en berne, des risques accrus pour l'économie chinoise si elle devait finalement s'exposer à des sanctions. Or, on l'a vu, courant 2023, malgré tout, l'opinion publique mondiale découvre que la Chine soutient plus, quelque part, la Russie que l'Ukraine. Un autre exemple sur ce sujet-là, par exemple, c'était la question des drones civils. On sait que la Chine a interdit l'exportation de composants de drones civils vers la Russie et l'Ukraine. Dans les faits, il semblerait que l'interdiction soit beaucoup plus stricte vis-à-vis de l'Ukraine que vis-à-vis de la Russie. Il y a derrière ça une incertitude sur l'avenir de la Russie. Que va devenir la Russie à court et à moyen terme? Que va-t-il se passer selon qu'elle perde, qu'elle gagne, qu'on soit sur un entre-deux, un scénario à la coréenne? La Russie va-t-elle devenir un pays vassalisé et dépendant de la Chine? Est-ce que la Russie va être un pays au bord de l'implosion? Et là, il y a quand même la mutinerie de Wagner qui donne quelques signaux en ce sens-là. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la Chine? On est manifestement sur un soutien maintenu sous le seuil radar, sur une ligne de crête, ce que j'appelle moi une ligne de crête, c'est-à-dire soutenir la Russie suffisamment pour ne pas qu'elle s'effondre, puisque ça ne ferait absolument pas le jeu des intérêts chinois, sans toutefois prendre le risque de rétorsion occidentale qui serait très gênante pour la Chine dans un contexte de difficultés financières, de difficultés économiques sur le plan intérieur. Il s'agit aussi de ne pas compromettre son statut revendiqué, mais non encore réellement démontré, de superpuissance arbitre, entre guillemets, des relations internationales. Pourquoi ce double langage permanent depuis le début de la crise, j'ose l'appeler comme ça? Quel serait effectivement l'objectif de la Chine vis-à-vis de cette position? D'une part, l'intervention, ça c'est, je vous livre là mon point de vue, plus que voilà, la réalité peut-être des choses, mon point de vue sur la façon dont je perçois les choses.
Le conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie sert le narratif chinois de la multipolarité nécessaire pour elle. C'est-à-dire que voilà, la Chine se voit en puissance régionale dans un monde multipolaire, la Russie pourra en être un autre. Cela sert de la même façon à tester la résolution occidentale dans l'éventualité d'une action similaire vers Taïwan. Ça présente l'avantage non négligeable pour la Chine de disperser les efforts militaires occidentaux et américains en particulier vers l'Europe, puisque tout le monde le sait, les États-Unis se sont détournés du théâtre d'opérations européen pour faire réaliser un pivot vers le Pacifique, vers la Chine. Ce conflit pourrait également servir à affaiblir l'Occident suffisamment pour décourager toute velléité expéditionnaire à l'avenir, surtout sur un plan militaire, chose qui est plus ou moins en réalité aujourd'hui, avec d'une part l'arrivée au plancher des stocks sur certains types de munitions en Occident, la réalisation que notre outil militaire est quand même sérieusement émoussé, et peut-être un découragement des opinions publiques occidentales après l'Afghanistan, après l'Irak, après l'échec de toutes les opérations depuis le 11 septembre, c'était anniversaire il y a quelques jours, retourner vers des opérations militaires. Tout cela sert la Chine qui teste l'Occident, les opinions publiques occidentales, pour savoir qu'est-ce qui se passerait si un jour elle décidait de revenir et d'engager une action vers Taïwan. Il s'agit de ne pas encourager, à l'inverse, une nouvelle course aux armements, alors que la Chine fait plutôt la course en tête toute seule pour l'instant. Dans l'hypothèse d'une victoire russe, ce n'est pas tout à fait exclu, même si on est assez mal parti, il s'agirait de créer éventuellement une jurisprudence Donbass dont elle pourrait se servir pour Taïwan. Tout cela illustre, pour moi, le pragmatisme d'un soutien chinois et une espèce de réelle politique chinoise dans le contexte d'une très forte incertitude stratégique sur l'issue du conflit. Ce qui m'amène à ma conclusion. La Chine, depuis 1997 à peu près, vit sur la légende dorée de l'émergence pacifique, une grande puissance qui trouve sa place sur la scène internationale grâce à sa puissance économique et financière, avec en point d'orgue, on l'avait vu, les Jeux Olympiques de 2008, qui ont été une véritable vitrine du développement de la Chine. Sauf que depuis 2018 particulièrement, et ça j'ai travaillé sur ce sujet-là, la Chine a été clouée au pilori pour ses actions dans le Xinjiang vis-à-vis de la communauté ouïghour par les organisations internationales, ce qui est quelque part le point de départ d'une défiance du monde occidental en particulier vis-à-vis de la Chine sur un certain nombre de sujets. 2019 et 2020, ce sont les répressions à Hong Kong et la fin de la promesse « un pays, deux systèmes ». La Chine, quelque part, est en train de trouver sa place de grande puissance, peut-être en dehors de la conception que nous avons, du côté de l'Occident, de la souveraineté et de l'ordre international. Il y a deux hypothèses, effectivement, sur ce double langage de la Chine pour moi. Soit on est sur une Chine qui, à l'image de la Russie, aujourd'hui nous dit ce que dit des choses et fait autre chose. Ce sont deux choses différentes. La Chine ayant pour une priorité numéro 1 les intérêts chinois. Soit on est véritablement sur l'émergence d'une différence de conception du droit international sur les sujets de souveraineté et de respect des frontières existantes. J'ai l'impression, ça c'est un point de vue personnel, et c'est quelque part illustré par ce que fait la Chine en mer de Chine du Sud vis-à-vis de ses voisins, les Philippines ou du Vietnam, que la Chine considère que la souveraineté d'un pays ne s'exerce pas sur les territoires qu'on ne peut pas défendre. Et qu'en gros, puisque l'Ukraine n'a pas pu défendre la souveraineté dans le Donbass, n'a pas pu défendre ces territoires-là, en fait, sa souveraineté n'est pas réelle. Cette conception-là me semble très inquiétante sur ce que la Chine pourrait décider de faire dans un proche avenir vis-à-vis de Taïwan, sur laquelle, effectivement, elle lorgne. Dans le cadre particulier, effectivement, de l'Ukraine, il est évident que la Chine analyse tout ce qu'elle peut faire vis-à-vis de Taïwan à l'aune de cet exemple-là. Si le sujet des sanctions économiques est clairement un frein à ses velléités de conquête, le laisser-faire occidental, l'abandon de l'Ukraine, pour dire très concrètement, le laisser-faire occidental vis-à-vis de la Russie, conjugué aujourd'hui à un outil militaire largement émoussé, et c'est même le cas aux États-Unis, pourrait amener la Chine très rapidement, à court et moyen terme, une Chine surtout qui est aux prises avec des difficultés internes, à tenter l'aventure militaire à brève échéance. Et son attitude face au conflit en Ukraine, cette ambiguïté permanente et ce double langage, est, de mon point de vue, un bien mauvais signal en ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette analyse effectivement, cet éléphant dans la pièce. Vraiment intéressante. Et je vais rebondir sur votre
sur votre analyse là, du soutien militaire et des perspectives de l'issue de la guerre. Proposer une question à l'ensemble des panélistes, où je vous demanderai de répondre brièvement en 2 minutes, laisser un peu de temps aussi aux questions de la salle. La question transversale pour vous tous, c'est justement la perspective des pays que vous avez analysés, bon, peut-être 22 ou 1, là, il y en a qui ont un fardeau plus grand que d'autres, de l'issue de la guerre. Quel est l'intérêt de vos pays respectifs, que ce soit de l'Inde, de la Chine, que ce soit, on peut parler des Émirats arabes unis ou on peut parler de l'Égypte, d'une victoire russe, d'une défaite donc ukrainienne, d'une défaite russe et d'une victoire ukrainienne ou d'un espace d'un conflit latent qui perdure? Est-ce que l'une des issues possibles de cette guerre, il y en aura une, est plus favorable aux intérêts des pays que vous avez étudiés? Et quels sont les intérêts justement de ces pays? Parce que je rebondis sur ce que Pierre-Marie disait dans l'analyse de la Chine, où il pourrait y avoir un intérêt plus grand, de ce que j'ai compris, vous me corrigerez si j'ai tort, d'une victoire russe potentiellement, pour si effectivement cette nouvelle conception des frontières de la souveraineté partagée par la Chine était effective, de l'entériner, voire de pouvoir l'exploiter à d'autres fins dans d'autres régions. Est-ce que vous voyez effectivement ça comme étant l'intérêt primordial de votre État, une victoire russe, ou est-ce qu'il y a peut-être un intérêt à ce que la guerre se poursuive par opportunisme économique, justement de faire de l'argent ou de créer une Russie encore plus dépendante économiquement dans l'exportation de ces énergies fossiles? Bref, je fais un petit tour de table rapide là-dessus et ensuite on passera à la salle. D'abord, Amélie, pour répondre, est-ce que l'Inde a un intérêt à l'issue de cette guerre? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs points. Déjà, il y a l'aspect des sanctions qui affectent beaucoup l'Inde. Et aujourd'hui, très clairement, la guerre en elle-même, vue de l'Inde, paraît très loin. Mais par contre, les sanctions et puis toutes les conséquences qui en sont suivies ont des conséquences vraiment très, très marquées et très visibles en Inde. Et donc ça, déjà, d'un premier point, la fin de la guerre en Ukraine pourrait permettre aux sanctions d'être un peu allégé. Et du point de vue de qui pourrait gagner la guerre en Ukraine et qui serait intéressant, je pense que le fait que la Russie perde la guerre, enfin si ça devait arriver que la Russie perde la guerre en Ukraine, le fait d'avoir une Russie faible, affaiblie face à la Chine et dans une relation où elle serait de plus en plus une relation asymétrique qu'il est déjà, mais une relation de plus en plus asymétrique et qu'elle devienne un client state ou que ce genre de scénario, à mon avis, vu de New Delhi, c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Parce qu'à ce moment-là, la Russie aurait beaucoup moins de poids pour permettre de garder sa relation avec l'Inde et aussi pour agir peut-être en faveur de New Delhi sur des théâtres qui importent vraiment l'Inde, que ce soit dans l'Indo-Pacifique ou même dans l'Asie centrale plus largement. Donc, il y a vraiment cet aspect économique qui est très important, mais de la relation à la Russie, donc tout ce qui est, comme je l'ai dit, le pétrole et le gaz, mais ça, cet opportunisme-là et cet avantage-là ne dépasse pas le fait que la Russie, si elle devait être affaiblie, ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Inde. Merci, Amélie. Je poserai maintenant la question à Kevin. Est-ce que l'Iran a un intérêt plus grand à une victoire russe ou à une impasse ou une victoire ukrainienne? Oui, alors bon, je pense vraiment pas que l'Iran souhaiterait que l'Ukraine gagne en tant que tel, évidemment. Je pense pas que la Russie et l'Iran soient des alliés formels comme on entend dans le cadre otanien ou européen, par exemple. On va dire que ce sont des États avec des intérêts convergents. De là, oui, l'Iran voudrait assurément, je pense, beaucoup plus une victoire russe qu'ukrainienne. Maintenant, sur votre question de la durée, j'étais en train justement de méditer sur ça et je pense que quelque part, plus ce conflit s'enlise, plus l'Iran pourra en tirer des bénéfices des subsides, comme vous l'avez dit, professeur. Si à propos de l'opportunisme économique, alors je pense pas qu'on puisse parler de relations d'État-client enfin, de l'Iran vers la Russie. La Russie est une économie plus solide, l'Iran n'a pas l'économie suffisante, alors que par rapport à la Chine, oui, la Chine pourrait envisager la Russie comme un État client de plus en plus, puisqu'il y a un réel déséquilibre économique entre la Russie et la Chine, en faveur de la Chine, mais c'est pas en faveur de l'Iran entre ces deux États. Et ensuite, outre l'opportunisme économique, ça permet à l'Iran d'avoir un détournement de l'attention internationale. Que
l'Iran occupe l'attention internationale, peut-être pas pour les bonnes raisons ou les raisons qu'il souhaiterait. Et donc le fait que ce soit un peu de l'autre côté de son voisin sur la Russie, ça peut être un peu plus intéressant, je pense, pour l'Iran en tant que tel. Et ensuite, comme vous disiez, c'était Monsieur Meunier qui justement soulignait la dispersion en fait des forces américaines entre d'un côté le pivot Indo-Pacifique, maintenant vers l'Union européenne, et aussi comme de souligner beaucoup Rachid Shaker sur l'importance de la guerre Hamas-Israël. Le fait qu'il y ait cette dispersion des forces américaines, donc un peu vers Taïwan, un peu au Moyen-Orient, un peu vers l'Europe, je pense que c'est un autre facteur qui arrange l'Iran et qui donc, pourrait-on dire, ferait désirer une prolongation du conflit. Merci. Pour Rachid, malheureusement, je ne vais pas vous demander de faire les 22 États, mais peut-être concentrer sur deux que vous avez discutés, donc l'Algérie et les Émirats arabes unis. Donc, chez les alliés de l'Algérie, est-ce qu'elle a un intérêt à une victoire donc, russe plus grande que, par exemple, des opportunistes qui voudraient un conflit s'enliser pour justement en profiter davantage? Alors, je pense qu'il y a, pour certains États, effectivement, l'enlisement est profitable puisque ça permet, alors comme j'avais cité l'exemple des Émirats arabes unis, d'accueillir encore plus d'oligarques et de leurs fonds souverains. Ça permet également d'amplifier le marché. Et plus la Russie est isolée, plus ces pays qui sont parmi les seuls à avoir des relations diplomatiques et partenariales avec la Russie, bah, plus ils peuvent en bénéficier. Donc, cette situation les arrange d'une certaine manière. Pour autant, je ne suis pas convaincu qu'il soit favorable à une victoire russe et à un écrasement de l'Ukraine, parce que malgré tout, que ce soit l'Algérie, les Émirats arabes unis et d'autres, ce sont des pays qui ont subi le colonialisme, qui ont subi la domination des grandes puissances. Donc, je ne suis pas sûr que sur le fond, ils aient envie que la Russie crée un grand précédent, le grand précédent du 21e siècle, où une grande puissance pourrait à sa guise envahir un plus petit pays. Parce que si ça devait devenir la norme internationale, des pays comme les Émirats ou autres pourraient en être les grands perdants. Et par ailleurs, et c'est là un peu la complexité de leur position, ils n'ont pas non plus intérêt à une défaite trop sévère de la Russie, puisque ces pays-là, par exemple l'Algérie se fournit en armement russe, donc si la Russie venait à s'effondrer, bah, elle en paierait le prix parce qu'elle ne pourrait plus bénéficier du savoir-faire technologique russe. Et pour des pays comme les Émirats et l'Arabie saoudite, il ne faut pas oublier que depuis un certain nombre d'années, ces pays sont en train de chercher à diversifier leurs alliances, c'est-à-dire qu'ils se tournent plus seulement vers les États-Unis, mais ils font un peu des concurrences entre les États-Unis, la Russie, la Chine. J'ai un très bon exemple en tête, c'était en 2017, quand l'Arabie saoudite voulait obtenir des États-Unis un système de défense antiaérien. Les Américains hésitaient un petit peu, discutaient. Bah, ce qu'a fait Mohamed Ben Salman, c'est qu'il s'est rendu à Moscou et puis il a dit ah, bah, je suis très intéressé par les S-400. Et du coup, le lendemain de cette déclaration de Mohamed Ben Salman, les États-Unis donnent leur feu vert pour exporter leur système de défense en Arabie Saoudite. Donc, ça montre que la Russie, la présence de la Russie en tant que grande puissance, entre guillemets, ça sert les intérêts des Émirats arabes unis et de certains nombres d'États du Golfe, l'Arabie Saoudite et d'autres, pour pouvoir faire un peu jouer le chantage avec les grandes puissances. Et donc, si la Russie venait à s'effondrer en Ukraine et à complètement s'effondrer de manière plus large sur le plan technologique et autres, en fait, ils en seraient les perdants. Donc, en gros, pour répondre à votre question, je dirais ils ont un intérêt à l'enlisement, mais ils n'ont pas un intérêt non plus à une victoire de l'Ukraine ni à un effondrement complet de la Russie. Donc, je pense que pour eux, il faudrait que la guerre dure jusqu'à un certain stade et qu'au final, une négociation puisse aboutir à une sorte de retour au statu quo, quelque chose comme ça. Mais ils ne sont pas fondamentalement en faveur de la victoire ou de l'un ou de l'autre, parce que dans les deux cas, ils auraient beaucoup de choses à perdre. Merci. C'est éclairant. Et l'Égypte, qu'en est-elle? Bah, l'Égypte a concrètement intérêt à la fin du conflit, ça c'est au plus vite, c'est une certitude. Après, qui gagne, qui doit sortir gagnant, je pense que ça rejoint un peu la position de beaucoup de pays arabes. C'est que je pense que le point principal pour l'Égypte, c'est que la Russie ne sort pas trop affaiblie du conflit. Que, en fait, la Russie est tellement impliquée dans le développement de l'Égypte, donc comme je l'ai dit, sur ce projet de centrale nucléaire, dans les apports alimentaires. Je pense que le but principal, c'est qu'elle ne soit pas trop affaiblie pour pouvoir permettre par derrière qu'elle puisse continuer à avoir des accords commerciaux, des accords militaires, des accords alimentaires. C'est, je pense, le point principal en fait, de la position de l'Égypte. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, maintenant, pour conclure, Pierre-Marie, vous voulez peut-être élaborer davantage sur les scénarios qui seraient à l'intérêt chinois? Je pense très pragmatiquement que le talent de la Chine, c'est de sortir gagnant d'à peu près tous les scénarios.
clairement, le scénario si quelque part, si on prend les deux scénarios extrêmes, c'est-à-dire victoire ukrainienne, victoire russe, la victoire ukrainienne aujourd'hui sur la Russie, même si elle est très peu probable, elle permettrait en tout cas d'avoir une Russie très affaiblie, vassalisée sur un plan économique, très dépendante de la Chine. Scénario très improbable, mais qui pourrait faire les intérêts chinois. Une victoire russe, même si elle est également improbable, et l'écrasement de l'Ukraine, en tout cas à court terme, est improbable, une victoire russe, ce serait l'instauration de la vraie multipolarité, la puissance russe. Et surtout, ce serait le retour, à mon avis, très rapide de la puissance otanienne en Europe, avec une demande très forte, probablement des États baltes, du retour des Américains en Europe. Et ceci irait fortement au nom de la dispersion qui a été évoquée juste avant. Ceci irait très bien dans le sens des intérêts chinois qui ne veulent surtout pas voir l'OTAN revenir, comme ça a été question avec le Japon, avec des accords de coopération, qui ne veut surtout pas voir l'OTAN se tourner vers la région Pacifique. Le scénario le plus probable et qui fera également les intérêts chinois, c'est celui effectivement d'une poursuite du conflit, quelque part d'un pourrissement de la situation, parce que cela permet effectivement de continuer les échanges économiques et les partenariats qui vont bien dans l'intérêt chinois avec la Russie, tout en attirant aussi l'attention des pays occidentaux, tout en concentrant l'attention des pays occidentaux sur l'Europe et sur le sujet russe. Je pense qu'il n'y a qu'un seul scénario qui ne ferait pas du tout les intérêts, qui n'irait pas du tout dans le sens des intérêts chinois, ce serait celui de l'effondrement de la Russie, qui n'est pas impossible. Voilà, l'hypothèse a été évoquée lors de la révolte de Prigojine, puisque voilà, un pays dans lequel on a quand même trois armées concurrentes, c'est-à-dire pour l'armée russe, le ministère de l'Intérieur et le FSB, qui chacun ont des moyens militaires considérables, plus toutes les armées privées qu'on trouve au sein de la Russie, dans un pays qui a 6000 têtes nucléaires et qui est frontalier de la Chine. Je pense que la Chine ne veut absolument pas d'un scénario tel que celui-là. Mais je pense que la Chine peut trouver intérêt et avantage dans tous les autres cas de figure. Intéressant, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions pour nos panélistes. Oui, monsieur. Et j'en prendrai 3. Et ensuite, je vais les laisser répondre. Et ensuite, on va prendre. D'accord. Jean-Noël Belouvé. La question que j'ai, c'est qu'il y ait une victoire de l'Ukraine ou qu'il y ait une victoire de la Russie. Le grand gagnant, c'est ni l'Ukraine ni la Russie, c'est la Chine. Avec la mise en place d'un deuxième réseau économique et commercial, non pas pour remplacer le réseau du dollar, mais pour avoir une alternative, et c'est ce que la Chine demande, d'avoir un second réseau économique qui vont fonctionner. Et la Chine est grande exportatrice, grande commerçante, et on lui a mis dans les mains tout le développement de la Russie, l'exportation d'automobiles. La Russie est riche, elle est excédentaire dans son PIB encore avec la Chine. Donc, elle se développe avec la vitesse des importations chinoises. Alors, le grand gagnant, c'est la Chine. Donc, je comprends que vous êtes donc d'accord avec notre panéliste sur la Chine. Une question de Chantal et ensuite Marco. Oui, merci. Chantal Lepalais, bonjour tout le monde. Le point commun de toutes vos présentations, en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est que d'une façon ou d'une autre, tous les États présentés sont partenaires de la Russie, soit dans le cadre du BRICS ou de l'Union eurasiatique que vous avez mentionné. Puis après, ma question est un peu naïve, mais jusqu'où on peut prétendre que la Russie instrumentalise ces espaces-là, qu'on a souvent critiqués pour être inefficaces, pour avoir autant d'influence qui est espérée au départ, autant les BRICS qui deviennent de plus en plus diversifiés que l'Union eurasiatique. On a dit plein de choses. Donc, je ne sais pas si vos impressions sur ces forums qui se mettent en place, dans quelle mesure ils peuvent avoir une influence utilisée par la Russie dans le conflit en Ukraine. Je vais prendre tout de suite la question de Marco, puis ensuite je vais laisser nos panélistes y répondre. Merci. Justin, tu as posé la question que je voulais poser, donc j'en ai, présider le panel. J'ai légèrement modifié. Je vais m'inviter à présider. Donc, question générale pour tout le monde, c'est qu'est-ce qu'ont finalement les pays du Sud à gagner dans un conflit entre l'Ouest et l'Est? Ou plus général, si le conflit se radicalise en Ukraine et si la Chine devient plus agressive envers Taïwan et donc confrontation avec les intérêts occidentaux. Et j'ai une autre question pour M. Meunier, qui est, moi je pense à la Chine et Taïwan
si l'Ukraine gagne avec le soutien occidental, comment est-ce que finalement la Chine serait aussi contente de cette situation-là? Est-ce que ça ne va pas plutôt freiner ou ça ne va pas plutôt l'amener à réfléchir sur son envie de reprendre Taïwan? Donc, je fais un dernier tour de table. On commence avec Amélie, avec ses questions d'instrumentalisation et d'escalade du conflit. Oui, alors pour ce qui est des BRICS plus particulièrement dans le contexte de l'Inde, je pense qu'il y a forcément une utilisation du format, mais des deux côtés en fait, parce que même pour l'Inde, c'est un format très intéressant. Aussi parce que l'Inde met vraiment l'accent sur le fait qu'elle veut un monde multipolaire. C'est vraiment, ça rejoint un peu la deuxième question sur un affrontement Est-Ouest. Je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire, mais le fait de voir le monde comme ça, en fait, c'est vraiment, vu d'Inde, c'est vraiment l'importance d'un monde multipolaire et d'un monde plus équilibré qui ne donnerait pas deux blocs comme ça a pu être le cas pendant la guerre froide. Je pense que déjà, pendant la guerre froide, c'était la volonté de l'Inde, simplement, elle n'avait pas le même poids sur la scène géopolitique mondiale. Et aujourd'hui, je pense que le, le- que ce soit le format des BRICS ou même des relations bilatérales, permettent vraiment à l'Inde de mettre en avant cette vision du monde qui est vraiment multipolaire. Et, euh, et je dirais que cette instrumentalisation ou utilisation du format est des deux côtés, en fait. Il y a vraiment un intérêt pour l'Inde à faire partie des BRICS. Aujourd'hui, en ce moment, on a le sommet des National Security Advisors. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Et puis l'ouverture des BRICS à d'autres pays également au début de l'année, c'était également un signe quand même assez important. Merci. Kevin? Oui, alors je vais répondre et je pourrais aussi moi-même poser des questions à la fin si vous me le permettez. C'est insister sur votre question, Madame Lavallée. Votre question, moi, je la trouve pas du tout naïve. En fait, je la trouve capitale et je pense que vous avez raison de mettre de l'importance sur cette question de mais comment s'y retrouve-t-on avec tous ces espaces qui se superposent, ces structures, ces organisations? Moi, je parle plus de structures parce que parfois c'est plus des forums que des réelles organisations internationales en tant que telles. Et c'est vraiment un champ de discursif. On y revient toujours, mais c'est toujours cet espace eurasiatique qui se reforme. C'est quelque chose qui vient beaucoup, une doctrine Bougine de la part de la Russie, je crois, qui dit voilà, maintenant, nous, la Russie, nous sommes en Europe, en Asie, on doit essayer de fédérer tout cela avec cette Asie centrale, parler de l'Union économique eurasiatique. Mais en réalité, en Asie centrale, les États-Unis sont aussi extrêmement présents sur le plan économique, sur le plan stratégique. Donc, beaucoup de structures qui se superposent et je trouve que parfois ces structures sont force de s'élargir, elles deviennent aussi plus lâches, en fait. Et pas aussi solides que ça. Je pense vraiment aux BRICS qui rapprochent des États aux intérêts très divergents. On parle de Sud global pour recouvrir une réalité, mais tellement large. Enfin, quels sont les éléments de convergence entre l'Iran, le Zimbabwe et le Pérou? C'est ça, je les vois assez peu clairement. Donc, je vous rejoins sur le fait que beaucoup de structures se superposent. Peut-être, finalement, le seul dénominateur commun, c'est comme tu le disais aussi, Amélie, c'est le fait de dire il y a maintenant peut-être différents pôles de puissance ou une volonté d'avoir différents pôles de puissance, différents pôles de discours, de champs discursifs. Ensuite, moi, j'aurais aussi deux questions assez rapides. Alors, une pour Rachid Chaker et une autre pour Pierre-Marie Meunier. Rachid, je voulais te demander, tu avais fait un très intéressant focus sur l'Algérie et j'ai vu que l'Algérie était membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour jusqu'à, il me semble, fin 2025 et je voulais voir si l'Algérie avait s'était exprimée ou avait peut-être usé de son siège au Conseil de sécurité par rapport à ce que tu disais entre cette relation assez fournie entre Russie et Algérie. C'est ce que je voulais te demander, Rachid. Et Monsieur Meunier, je voulais juste revenir sur un point que vous avez dit. Ça, j'étais pas sûr d'avoir compris. Je voulais juste avoir votre confirmation. Vous aviez dit que la Chine estimait que si un État n'était pas en capacité de défendre son territoire, il n'était pas souverain. C'est ce que vous évoquiez à propos de la Crimée et de l'Ukraine, justement. Parce que je voulais juste être certain de ça, parce que je me disais que là, alors, il n'y a pas beaucoup d'États qui vont être souverains. Si on voit seulement les États qui arrivent à se défendre. Moi, je pensais même ensuite, je me dis, mais dans l'Union européenne, en 2021, il y avait l'Espagne qui a ces deux enclaves sur le territoire, enfin, en Afrique, les enclaves de Ceuta et Melilla, avec des afflux de migrants, est-ce qu'on peut dire que l'Espagne n'arrive pas à contrôler son territoire, donc n'est pas un État souverain? Donc c'est là où je voulais avoir aussi votre éclairage. Je pourrais même ajouter le cas canadien. Si on
un immense et vaste territoire arctique. Est-ce qu'il est à la portée de tout navire étranger qui veut venir forer dans nos eaux parce qu'on est incapable d'y assurer le contrôle effectif du territoire, qui est la définition quand même classique de la souveraineté. Donc, sur ces questions additionnelles également, Rachid, d'abord. On t'entend pas, juste ouvrir votre micro. Alors, sur les différents forums de discussion, alors la plupart des États du monde arabe ne font pas partie de ces forums de discussion. Néanmoins, la guerre d'Ukraine, elle leur donne un prétexte pour pouvoir justement essayer d'y joindre. Alors là, j'ai vu qu'il y avait le prochain sommet des BRICS qui avait lieu en octobre prochain. L'Arabie Saoudite se voit invitée. Donc en fait, ces différents forums, l'Algérie avait essayé de rejoindre cette forme des BRICS. Cette crise, en fait, elle permet à ces États d'essayer effectivement de participer au maximum. Alors, elles ont des positions que j'ai déjà évoquées, mais cette crise, en fait, elle leur permet peut-être d'essayer d'accélérer et de profiter de l'isolement de la Russie pour essayer d'obtenir un soutien de Moscou pour participer à ce type de forum où ils pourraient essayer d'avoir une forme de reconnaissance internationale ou en tout cas une forme de statut international. Donc, ils ne sont pas des acteurs majeurs actuellement de ces forums, mais le contexte actuel fait que ça pourrait leur permettre potentiellement d'en devenir, ou en tout cas d'en devenir membre. Pour répondre à ta question, Kévan, alors effectivement, l'Algérie, elle est très appliquée au Conseil de sécurité. L'actualité a un peu été préemptée par Gaza depuis les événements du 7 octobre et ce qui se passe depuis. Elle a une position assez constante dans la mesure où officiellement, elle se présente comme un État équilibré qui refuse de prendre parti parce qu'elle considère que prendre parti ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Et donc, la position de l'Algérie, c'est de dire que même si elle ne condamne pas l'agression russe, qu'elle soutient l'idée d'une indépendance et de la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais que seul le dialogue ne pourra permettre de résoudre ce conflit. C'est vraiment la position algérienne qui est liée aussi à ses intérêts que j'ai évoqués, c'est de dire qu'en gros, la voie de l'affrontement diplomatique, politique à l'ONU et dans les autres instances ne sert à rien, et que c'est seulement à travers le dialogue qu'on arrivera. Il n'y a pas eu là-dessus de grands shifts de la politique algérienne là-dessus, malgré son entrée au Conseil de sécurité. Merci beaucoup. Antonin? Oui, alors pour la question d'abord sur les BRICS, pour l'Égypte, c'est un peu compliqué vu qu'elle vient d'intégrer tout récemment les BRICS, c'était le 1er janvier 2024. Elle n'a pas encore réellement été dans l'organisation. Je crois qu'elle participe au sommet de octobre 2024. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Il faut regarder du coup si sa position du coup va réellement changer. Est-ce qu'elle va s'aligner sur les autres pays des BRICS? Est-ce qu'il y aura vraiment un alignement sur la Russie après les positions qu'elle a adoptées? À voir. Et pour la question du coup sur l'Est et l'Ouest, une confrontation entre ces deux blocs, je pense pas que l'Égypte ait vraiment d'intérêt parce qu'elle se trouve vraiment à la croisée des chemins. En fait, elle a vraiment tout attiré à gagner de l'Ouest comme tout attiré à gagner de l'Est. En fait, elle n'est pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait. S'il y a une confrontation entre les deux, je pense que ça pourrait plus lui nuire qu'autre chose. En fait, elle est tellement dépendante des deux camps qu'elle ne peut pas non plus avoir vraiment de marge de manœuvre. Donc pour elle, s'il faudrait que tout se passe pour le mieux, peut-être une situation. Après, sa position a déjà été un peu similaire durant la guerre froide. Mais une confrontation directe, donc c'est sûr que non. Merci. Et pour terminer, Pierre-Marie? Oui, pardon, je rallume le micro. Très rapidement, je vais juste balayer le sujet des BRICS et des autres organisations, parce qu'effectivement, ça a été beaucoup mieux dit que moi par des intervenants précédents. Je pense qu'effectivement, on est au début d'un monde qui va vers plus de multipolarité dans un contexte général d'affaiblissement d'une part de l'influence occidentale et d'affaiblissement du rôle, et ça je le déplore, de grandes institutions internationales comme l'ONU. Le scénario d'une victoire ukrainienne pour la Chine, puisque la question a été posée, je pense que c'est un scénario qui ferait les affaires de la Chine au sens, ce pourrait être la voie la plus rapide vers un retour sur le business as usual pour la Chine. Il y a néanmoins un aspect plus particulièrement sur le sujet de Taïwan, je pense qu'il y a un aspect qui a surpris la Chine, qui ne rentrait pas dans ses calculs initialement, c'est la force des sanctions occidentales décidées contre la Russie. Et je pense qu'on a là un sujet qui a sérieusement fait réfléchir la Chine dans l'hypothèse d'une action sur Taïwan à court ou à moyen terme. Et malheureusement, je pense que la politique américaine de découplage, s'ils vont jusqu'au bout des États-Unis vis-à-vis de la Chine, et donc de séparation économique, donc en cassant les interdépendances économiques entre les USA et la Chine particulièrement, sujet sur lequel l'Europe n'est pas d'accord, irait justement dans le sens de limiter pour la Chine, on va dire, le coût des sanctions si elle se décidait à aller vers Taïwan.
Et je pense qu'il y a là une erreur que feraient les États-Unis. Et surtout, je pense que compte tenu de ce que la Chine a observé sur l'impact des sanctions, la Chine va tout mettre en œuvre dans les années qui viennent pour travailler sa résilience à des sanctions éventuelles si elle décidait quelque chose. Ensuite, l'hypothèse, alors je passe toujours dans le cas de la Chine, d'un conflit Est-Ouest, tout ce qui peut servir à ramener l'Occident, les forces armées occidentales, parfois je dirais les maigres forces occidentales vers l'Europe, est bon à prendre pour la Chine, qui se veut en tout cas puissance régionale au moins, à minima, c'est-à-dire à contrôler ce qu'elle considère immédiatement comme son précaré, l'Asie du Sud-Est, pour être vraiment très, très général. Et c'est là que je rebondis sur la question qui m'a été posée sur la perception qu'a la souveraineté de la Chine. Alors je le dis, je le redis, c'est une hypothèse que je formule parce que je ne suis pas effectivement dans le secret du Parti communiste chinois. Je ne sais pas exactement ce qu'ils conçoivent comme cela. Néanmoins, ce que je vois, c'est que la Chine a tendance à penser que la force peut être fondée le droit, que s'imposer par la force, comme elle le fait en mer de Chine du Sud vis-à-vis des marines d'autres pays limitrophes de cette région-là, pour la promotion, protection de ses intérêts dans une souveraineté qu'elle n'a pas, sur des zones qui normalement, selon les lois internationales, ne relèvent pas de sa souveraineté, la Chine n'hésite pas à aller au contact et au rapport de force. Et la Chine conçoit le rapport de force comme un aspect de son droit à la souveraineté sur ces régions-là. Je pense que c'est très inquiétant sur ce qu'elle peut faire pour Taïwan, même si je ne vois pas la Chine demain envahir des pays d'Europe ou le Canada. Heureusement, il y a au moins ça qui est rassurant à court terme. Merci. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Merci vraiment, sincèrement, à tous pour cet excellent panorama vraiment de plusieurs pays dits du Sud. Je crois qu'on voit mieux maintenant les enjeux géopolitiques qui dépassent le cadre européen grâce à vos interventions très pertinentes et j'espère les voir sur papier très bientôt dans les pages de Rubicon. Merci tout le monde aussi en ligne et en personne. On va prendre une pause et on va revenir avec le prochain panel à 11 heures.